Salut tout le monde, bienvenue sur ce 6e podcast de Plein Potentiel. Mon nom est Francis Lapointe et j'en profite pour vous rappeler que j'offre des services de coaching en psychologie du sport et de la performance. Si vous êtes un athlète ou quelqu'un qui travaille en fait dans un domaine de performance, donc ça pourrait être la musique ou l'entrepreneuriat. Donc, j'offre des services de préparation mentale. J'ai encore quelques places de disponibles pour des nouveaux clients. Donc, je vous invite à me contacter si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'aimerais beaucoup travailler avec vous dans le but de renforcer votre mental et vous aider à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, mon invité, Antoine Jolicoeur Desroches, qui est triathlète et qui offre aussi des services de coaching pour d'autres triathlètes. Et un passage que j'ai particulièrement aimé du podcast aujourd'hui, c'est quand on a parlé des conditions difficiles, parce qu'on parlait qu'ici au Québec, c'était pas en fait c'est pas optimal pour les nageurs, parce que tout l'hiver, ils doivent s'entraîner à l'intérieur. Mais j'ai beaucoup aimé qu'on parle du fait que des conditions difficiles comme celle-là, ça peut faire en sorte que l'athlète va se bâtir un mental qui est plus solide et qu'on peut en fait utiliser ça à notre avantage. On a aussi parlé d'alimentation parce que Antoine est vegan depuis quelques années déjà. Donc il y a eu quand même un bon passage là, vers le milieu du podcast où on a beaucoup parlé de ça. Et un autre aspect vraiment intéressant qu'on a discuté, c'est de prévoir des imprévus à l'entraînement pour les athlètes. En fait, ce qu'il me disait, c'est que lui, son coach, des fois, il place un entraînement que ses athlètes ne sauront pas exactement ça va être quoi qu'ils vont faire aujourd'hui. Puis, en fait, ça habitue les athlètes à faire face à l'imprévu parce que c'est inévitable que quand on pratique un sport, soit en entraînement ou soit en compétition, on va faire face à des éléments qui sont imprévus et hors de notre contrôle. Donc ça, c'était vraiment un aspect que j'ai trouvé intéressant. On a discuté de ça vers la fin du podcast et bien sûr de tout l'aspect mental de son sport. Et donc, bonne écoute et merci d'être à l'écoute. Bon podcast. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation. On pourrait commencer par une présentation. Qui es-tu et que fais-tu? Je suis un triathlète de longue distance, donc demi-Ironman et Ironman. Okay. J'ai 25 ans. J'étudie à l'UQTR depuis maintenant quelques semaines. Je fais une maîtrise en activité physique. J'ai un background en nutrition, donc j'ai fait un double bac en sciences des aliments et sciences de la nutrition. Et donc tout est autour de la nutrition, la performance et le sport là, un peu dans ma vie. Là. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a amené vers les triathlons puis les compétitions dans ce sport-là en particulier? Moi avant, je faisais du ski de fond. Jusqu'à moins 15 ans, je pense. Ça fait quand même. J'en ai fait quand même longtemps. Puis quand j'étais jeune, j'ai fait un peu comme tous les sports, genre soccer, baseball, basketball. Puis j'ai commencé la natation au niveau secondaire. Okay. Mais dans ce temps-là, mon focus c'était vraiment le ski de fond. Puis j'aimais vraiment ça. Puis j'étais comme au niveau, mettons, national ou Amérique du Nord. Là. Fait comme les compétitions, c'est plus au Canada puis aux États-Unis, mettons. Mais pas très haut niveau. Mais j'ai essayé un triathlon. Ouais, j'aimais beaucoup ça. Puis je pense, c'est là que j'ai vu que j'étais pas bon dans les sports qui demandaient de la coordination. Là, comme basketball, tu dis, c'était comme pas ma force. Mais tu sais, j'étais capable de courir un peu partout. Puis j'avais de l'endurance. Puis là, c'est ça que j'ai vu en ski de fond. Mais ma force, c'est vraiment l'endurance. Puis plus les courses étaient longues, mieux ça allait. Okay. Mais comme en ski de fond, la saison est vraiment courte. C'est de plus en plus, elle devient encore plus courte aussi là. Ouais. Et, donc des hivers qui sont un peu moins longs. C'est un peu moins long là, puis c'est comme, tu sais, des fois c'est comme, il fait super beau, t'as plein de neige, puis là une journée il va y avoir de la pluie ou de la pluie glaçante, puis là toute ta saison, comme pendant une semaine tu peux pas vraiment skier. Donc on fait beaucoup d'entraînement comme du cross-training, donc beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo. Puis là vu que je nageais déjà au secondaire, j'ai essayé un triathlon pour le fun. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis pendant un bout, je faisais un peu les deux. Puis là, après, mon coach de ski de fond m'a dit comme faut que tu choisisses un peu entre les deux si tu veux vraiment performer. Puis j'ai choisi le triathlon. Puis la raison principale, c'est que je pense que j'aimais autant les deux sports, mais la raison principale, c'est que je pouvais m'entraîner toute l'année.
Puis j'aimais aussi la diversité comme des 3 sports. Là. Je trouve que c'est vraiment le fun de... Bien qu'en ski de fond, t'as quand même les 2 disciplines. T'as quand même pas classique, pas skate. Fait que ça amène un peu de la variété. Mais tu sais, en triathlon, t'as les 3 sports. Fait que comme dans une journée, tu fais généralement moins 3 entraînements, des fois 4 avec la musculation. Fait que c'est vraiment varié. Puis des fois, c'est comme... Des fois, je me dis, si je fais seulement la course à pied ou seulement un sport, des fois, tu deviens un peu... pas burn-out, mais tu deviens un peu tanné. Ou des fois, c'est comme... T'atteins un certain plateau dans un sport, puis là, t'arrives pas à progresser. Mais au moins, dans le triathlon, c'est comme... Des fois, comme la natation, ça va pas très bien, mais mes performances dans les entraînements en vélo, ils vont super bien. Fait que c'est tout le temps motivant. Il y a tout le temps un sport qui va mieux que les autres, puis ça varie beaucoup. J'imagine quand il y a un sport que, justement, ça va vraiment bien, ben ça peut paraître dans les autres après. Mettons que tu as un plateau à nage, ben, je sais pas, tu peux peut-être te donner plus dans la course ou le vélo, puis peut-être ça va paraître sur tes performances de nage. Là. Ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est pas comme 3 sports complètement... quand même un peu reliés. C'est un peu relié. Tu sais, si tu fais un training qui améliore ton système cardiovasculaire en natation, ça, mais ça va se transférer en course à pied puis en vélo. Puis aussi, ce qui est le fun, moi, ma force, c'est plus la natation, puis j'aime beaucoup nager. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un sport sans contact, fait que tu n'as pas de contact au sol. Fait que le risque de blessure est vraiment faible. Fait que tu peux vraiment faire des grosses intensités, des gros entraînements cardio ou anaérobique, tout ça. Mais après, ça va transférer en course à pied, donc c'est vraiment très complémentaire. C'est pour ça que des fois, même dans les meilleurs coureurs, comme au circuit américain, en course à pied, c'est vraiment fort. Comme il y a le circuit Foot Locker, c'est comme les plus grosses courses de cross-country. Ils sont comme une centaine sur le départ. Puis un des meilleurs américains, c'était un triathlète. Puis justement, parce que le vélo puis la course à pied lui permettaient d'être encore meilleur en course à pied. Là. Ok, puis lui, c'est comme transféré dans un autre sport. Là, il fait juste de la course, mettons. Lui, c'était comme plus un coureur qui faisait un peu du triathlon on the side. Puis là, ça l'a aidé. Là, il a vu qu'il avait un gros background qui était vraiment bon au triathlon. Mais en fin de compte, c'est Lucas Verbicka. C'était un des meilleurs, comme un des premiers high school runner qui a couru un sub 4 miler, comme un 1600 mètres en bas de 4 minutes. Okay. Mais après ça, il y a eu une grosse shit en vélo, puis sa carrière un peu terminée à cause de ça. Là, mais c'est juste pour dire que faire du cross-training, c'est vraiment une bonne chose. Puis les sports, ça se transfère vraiment assez facilement. Comme maintenant, en cycliste, il y a Woods, un Canadien qui est dans les tops, puis il savait pas si longtemps qu'il fait du vélo, puis lui, c'était un ancien coureur. Fait comme juste le fait qu'il avait un très bon VO2 max, très bon système cardiovasculaire, ça se transfère très, très rapidement au vélo. L'inverse, ça se ferait un peu moins facilement, de passer du vélo à la course à pied, parce que la course à pied, c'est toute une technique. Il y a tout l'aspect technique, puis aussi l'aspect... faut que comme tu t'entraînes ton système à encaisser les coups, parce que c'est tellement d'impact, tandis qu'en vélo, tu n'as aucun impact. Fait comme t'es pas habitué à tout cet impact-là au sol. Là. Ouais, fait que la course, techniquement, tu dis que c'est plus dur. Comme... C'est plus dur sur le corps. C'est comme à chaque pas, tu mets beaucoup d'impact sur ton corps, puis plus tu vas vite, plus l'impact est encore plus élevé. Donc, c'est comme faire l'intensité, c'est comme high risk, high reward. C'est comme tu peux vraiment t'améliorer beaucoup en faisant beaucoup d'intensité, comme en faisant de la track, tout ça. Mais le risque de blessure est aussi très élevé quand tu fais beaucoup d'intensité. Fait que c'est de trouver le juste milieu. C'est pour ça que justement, en triathlon, c'est le fun parce que en combinant les 3 sports, mais t'es pas obligé de courir tant que ça parce que t'as les deux autres sports pour te permettre de t'améliorer. Mais des fois aussi, le problème qui peut arriver, c'est que des fois, les triathlètes, on a vraiment un bon VO2 max, on a une bonne système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, mais le problème, c'est que on n'a pas autant de volume que, mettons, un coureur qui est capable de courir comme 160, 180 km par... Ouais. Fait que même si tu as le même VO2 max qu'un coureur, mais nous, on n'a pas des fois cette capacité-là d'encaisser cette intensité-là est très élevée, mettons là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un VO2 max, comme moi par exemple, c'est quoi? Le VO2 max, c'est ta capacité respiratoire maximale. Fait que comme quand tu fais un effort vraiment intense, par exemple en vélo, avec tu vas avoir un masque, puis ils vont calculer ta quantité d'O2, d'oxygène que tu inspires, ta quantité de CO2 que tu expires. Puis dans le fond, tu pinces ton nez pour que
c'est seulement la seule oxygène que tu as, ça vient de ta bouche, puis que ça soit compté. Mais après une certaine intensité, il va y avoir un plateau de ton VO2 max, puis là tu vas être dans le système anaérobique, puis là que l'acide lactique va commencer à s'accumuler, tout ça. Fait qu'un certain... c'est une façon de déterminer un peu ton niveau de fitness. Puis mettons, dans les top, mettons un Lance Armstrong, il y avait peut-être comme 85 de VO2 max. Mais une personne qui est active, mais pas tant que ça, va peut-être avoir 60 ou de VO2 max. Mais dans le fond, toi, t'es triathlète professionnel que j'ai vu. Mais je lisais dans un de tes articles que ce que ça prenait pour être triathlète professionnel, c'était plus ou moins clair ou plus ou moins élevé, là, je sais pas trop comment tu le... En fait, c'est quoi ça prend pour être un triathlète professionnel ici au Canada? Ouais, c'est très... c'est ça, il y a pas de... Ça dépend vraiment de chaque fédération. Il n'y a pas de critères comme spécifiques pour chaque fédération. Puis aussi, d'année en année, des fois, les critères vont varier. Comme avec Triathlon Canada, récemment, je pense que c'était peut-être un... Fallait que tu finisses à un 8% du meilleur temps. Fait que, par exemple, sur un Ironman, mettons, le gagnant, il fait 8 heures, mais il faut que tu arrives dans 8% du 8 heures. Puis là, tout d'un coup, tu peux avoir comme un titre professionnel, c'est ouais, ça? c'est ça. Je pense qu'il fallait que tu le fasses 2 fois pour comme valider un peu. Mais certaines fédérations, ça va être différent. Ça peut être des fois être plus... au lieu d'être un pourcentage de temps, ça va être une certaine position à une certaine course. Puis là, fait que dans le fond, avec ces résultats-là, tu fais une demande à ta fédération. Dès que tu as ta carte de ta fédération, après, tu peux faire une demande à Ironman, qui est toute la grosse compagnie Ironman. Ouais. Puis là... ça implique quoi après? Qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Comme tu peux-tu faire plus de courses comme ou... L'avantage, c'est ça, c'est comme... généralement, en triathlon, tu as des catégories d'âge. Fait comme ça part à 18, je pense que c'est comme 18 à 25, 25 à 30, 30 à 35, tout ça. Mais la catégorie pro, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Fait que souvent, moi, je suis dans les plus jeunes qui compétitionnent dans les Ironman. Fait que comme l'année passée, j'avais comme 24 ans, mais il y en a qui ont 35, 40 ans, tu sais. Mais l'avantage un peu, c'est que tu compétitionnes avec les meilleurs au monde, puis tu peux te qualifier pour le championnat du monde de demi-Ironman, puis d'Ironman. Puis il y a des bourses pour les... souvent, ça va être soit les 5 premiers, les 8 premiers ou les 10 premiers. Puis c'est comme un système de pointage qui fonctionne. Mais ce que je disais un peu dans l'article, c'est pas comme la ligue nationale de la NFL ou la NHL, tu sais. C'est pas... c'est comme quand tu fais partie de cette ligue-là, tu sais que t'es dans les tops au monde. T'es un athlète puis pro. tu sais que tu vas avoir de l'argent, puis tu sais que tu vas faire vraiment... tu vas vivre de ce sport-là. En triathlon, c'est comme il y a beaucoup des gros écarts entre le meilleur professionnel qui va gagner comme des millions de dollars, puis avoir des contrats avec Gatorade, tout ça, des grosses compagnies, puis le moins bon, mettons, pro, que lui, le moins bon pro, entre le moins bon pro et le meilleur groupe d'âge, des fois, ça s'entrecroise. Il y a comme une zone grise un petit peu. Puis, sûrement aussi parce qu'il n'y a peut-être pas assez de critères assez spécifiques. Mais c'est un peu ça la beauté du triathlon, je trouve. C'est que les pros compétitionnent avec des groupes d'âge, donc les triathlètes amateurs. Puis, des fois, tu peux te faire battre par un groupe d'âge. Fait que c'est là que la personne va dire « Ah, dans le fond, j'ai peut-être la possibilité de devenir pro l'année prochaine. » Fait que c'est comme, tu vas pas... jouer avec un joueur de la NBA, tu vas pas jouer au football avec un gars de la NFL. C'est comme ça qui est le fun, accessible à tout le monde. Quelqu'un peut vraiment se comparer à un professionnel. Comme moi, mon premier demi-Ironman, je l'avais fait, puis j'avais terminé comme 6e. Puis avec les pros, je me suis dit comme, dans le fond, c'est réaliste de pouvoir performer professionnel. Puis j'avais vu que les prize money finissaient jusqu'au 5e. Fait que comme j'étais vraiment proche dans les prize money, puis dans ma tête, c'était comme... C'est pas une question d'argent, mais c'est plus une question de principe que si tu es capable de faire un petit peu d'argent à chaque course, payer tes dépenses de voyagement, tout ça, mais t'as ta place un peu dans cette catégorie professionnelle-là. Puis je pense mais ça paye pas tant là, en triathlon. Là. Je pense que c'est ça que tu disais, que c'est à peine des fois les dépenses justement des déplacements, hôtels et tout ça. Là. Ouais, c'est ça, comme mettons... À moins d'être vraiment le top, là, comme tu dis, qui peut aller chercher des millions. Là, mais... Ouais, mais comme mettons l'année passée... Pas cette année-ci, l'autre, j'avais fait l'Ironman de Tremblant. Puis celui qui avait gagné, c'est un Belge qui a fait ça pendant plusieurs années. Puis il avait eu le record du monde sur la distance Ironman. Lui, il partait de Belgique, il était là comme 2-3 semaines d'avance à
à Tremblant avec sa famille. Fait que là, il faut que tu considères le coût du vol, le coût de l'hôtel pendant ces 2 semaines-là. Tu sais, à la fin, il fait peut-être il gagne 10 000 ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça paye pas tant que ça pour tout l'argent qu'il a mis pour... Des fois, tu finis ta compétition puis il est peut-être flush dans son année. Puis, tu sais, il faut qu'il paye... qu'il mette la bouffe dans le frigidaire. Il faut qu'il paye pour toute sa famille et tout ça. Là. Fait que c'est pour ça que... Tu sais, moi, je suis étudiant, c'est pas ma job. Mais tu sais, pour ceux qui ont une famille et tout ça, c'est quand même des fois... c'est quand même assez rough. Là, lui, c'était sa job, vraiment? C'est ça, la part du... c'est ça un peu la différence. C'est comme il y a beaucoup de catégories de professionnels. Il y a les vrais pros, mettons, qui font ça à temps plein, puis ils ont des gros contrats, puis ils font des publicités avec des compagnies. Là, il y en a qui performent bien, qui vont faire des podiums, tout ça. Mais en faisant des podiums, des fois, même si t'en fais souvent, des fois, c'est pas assez pour bien vivre de ça, surtout si c'est une famille, tout ça. Fait que des fois, ils vont faire un peu de coaching comme un side hustle, là. Comme ils vont faire du coaching en ligne, tout ça, ou des fois avoir une job à temps partiel, des choses comme ça. Puis t'en as d'autres qui sont quand même professionnels, mais qui ont une job à temps plein, mais continuent quand même à faire du sport dans la catégorie pro, parce qu'ils préfèrent compétitionner pro qu'amateur, bien qu'en tant que tel, ils sont un peu des triathlètes amateurs, là. Mais, ouais. Ils mettent pas le même temps que quelqu'un qui va faire ça genre non-stop aussi. En même temps, quand tu fais ça temps plein, tu te donnes les chances justement d'aller chercher les autres, de continuer de gagner de plus en plus. Là. Ceux qui font ça en plus avec une autre job, ben, j'imagine que ça peut ajouter une difficulté de genre faire fitter tous les entraînements avec ton autre job. Fait que ça peut. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font. T'sais, pour ceux qui ont une job, qui ont une famille, puis qui réussissent quand même à faire des Ironman, faire des demi-Ironman, je trouve ça vraiment impressionnant, parce que tu travailles, mettons, de 8 à 5, mais faut que tu trouves ton moment pour faire ton 2 heures de bike, puis ton 1 heure de course à pied dans cette journée-là, puis t'as pas beaucoup de temps, tu sais. On a tous 24 heures, puis t'as le pro qui fait ça, qui va se réveiller à 8 heures, qui va faire ça à 9 heures, puis le temps de se faire masser, tout ça, tandis que l'autre personne, faut qu'il se réveille à 4 heures du matin. Va faire son entraînement, va nourrir les enfants, va conduire le monde, puis va travailler. Ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Ouais, vraiment. Moi, je me considère un peu, je suis comme un peu entre les deux. Là. Je suis étudiant, je fais un peu de coaching aussi, je fais un peu de comme freelance writing aussi. Donc, comme je travaille un petit peu, je suis aussi étudiant, mais je considère que je m'entraîne quand même à temps plein. J'ai comme... Ouais. Parce que t'as pas tant de job 40 heures semaine non plus. Non, c'est ça. Fait que pour ça, je me considère chanceux de pouvoir mettre autant d'énergie dans le sport. Puis c'est aussi... c'est pas tant une quantité d'heures que tu peux mettre d'entraînement, mais c'est aussi la quantité de temps que tu peux mettre pour récupérer tes entraînements, tu sais. Ouais, aussi. Là. Ça fait une grosse différence si, mettons, tu peux... mettons, tu te réveilles... mettons, ce matin, je me réveille comme à 5 heures pour aller nager, mais si j'ai le temps de, comme... de revenir chez moi, manger un bon déjeuner, m'étirer un petit peu, peut-être faire une sieste, puis après je peux aller à l'école. Tandis que quelqu'un qu'il faut tout de suite qu'il aille travailler. Ouais. T'es beaucoup plus avantagé si tu peux te prendre le temps pour récupérer bien. Parce que je pense que c'est la récupération qui fait la grosse différence dans le sport. Là. Puis tantôt tu disais 3-4 entraînements par jour. Tu fais ça des fois souvent? En moyenne, c'est plus 2 à 3. Okay. Des fois, ça va être 4 entraînements. Puis, ce qui est bon, c'est que si tu peux... ce qui facilite beaucoup la chose, si tu n'as pas besoin de te déplacer pour chaque entraînement. T'sais. S'il faut que tu te déplaces à chaque fois, comme 4 fois dans la même journée pour faire différents entraînements, c'est un plus gros stress sur ton corps. Puis c'est ça qui va te créer beaucoup plus de fatigue que quelqu'un que, par exemple, comme on se parlait tantôt, moi je m'en vais chez mon coach dans son garage, puis je vais faire mon vélo. Puis tout de suite après, je vais enchaîner ma musculation, ma course à pied, ou des fois les 3. Ça fait déjà 3 entraînements. C'est comme un gros bloc d'entraînement de peut-être 3-4 heures, mais au moins, c'est tout à la même place. J'ai pas besoin comme, de me rechanger, me déplacer, puis me rechanger, tout ça. Puis donc ça crée... c'est beaucoup moins taxant sur le corps. Là. Donc d'avoir comme... Je pense trouver un environnement qui te convient bien, c'est très, très avantageux là, pour ce que j'ai choisi un peu Trois-Rivières pour ça. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment comme optimiser tous les petits aspects, comme les moins de déplacements, t'optimises, comme tu réduis les déplacements pour optimiser ta performance. Fait on dirait que c'est ça que tu dis, là, chaque petit moment que tu peux gagner dans la journée pour récupérer et non
Et non t'ajouter comme de quoi de plus, mettons, le moins de déplacement peut t'ajouter de quoi, là. C'est ça, c'est les petits détails qui font vraiment la grosse différence. Ouais. Ça, c'est comme La petite comment sieste tu peux, après la nage. c'est ça, ou qu'est-ce que tu vas manger tout de suite après t'entraîner, parce que justement, quand tu t'entraînes comme 3-4 fois par jour, c'est comme 7 jours semaine, si tu peux, admettons, t'améliores de 1 ou 2% chaque fois ta récupération en mangeant bien ou en faisant les bons étirements, des choses comme ça, après chaque training, à la longue, après chaque semaine, après chaque mois, puis après chaque année, ça va faire une énorme différence. Fait que c'est ça que je pense que faut vraiment être comme assidu, puis c'est ça, c'est faire l'extra à chaque fois, tu sais. Ça me fait penser, quand tu parles d'un petit pourcentage, 1 ou 2%, il y avait une étude que c'était en lien avec la musique puis des nageurs. Ils essayaient ils vérifiaient si l'utilisation de la musique pouvait améliorer la performance pour des nageurs, puis ça avait amélioré de 1,8 puis 2,2% par rapport à sans musique. Puis ils comparaient justement ce pourcentage-là, ça n'a pas l'air gros, mais ils disaient qu'entre la première et la 4e position aux Jeux olympiques, c'était à peu près ça, là, 2%. Fait que tu sais, c'est... Les petits pourcentages, des fois, c'est la différence entre la 4e et la première position. Là. Non, c'est sûr, c'est une méga différence. Surtout, mettons, en plus, plus la distance est longue, sur un Ironman, 1% de 8 heures, c'est quand même assez énorme. Fait que, c'est ce qu'on appelle un peu comme dans le sport, on appelle ça comme les marginal gains. C'est toutes les affaires, les petites affaires que tu peux sauver, comme surtout... Je pense que quand le monde parle de marginal gain, le monde pense souvent à l'équipement. Donc, tu peux sauver un peu en vélo, avoir un bon vélo, avoir une bonne position, les bonnes roues, le bon casque, tout ça. C'est toutes des façons que tu peux sauver de l'argent, comme gratuitement, mais gratuitement, tu payes quand même pour cet équipement-là. Mais c'est de l'argent gratuit parce que tu dépenses pas plus d'énergie, mais vu que tu es plus aérodynamique, tu peux aller plus vite. Mais tu sais, des fois, le monde se consacre trop sur ça. Sauver de l'argent? Je veux dire, tu sauves du temps. Parce que t'es plus rapide, tu sais. Ouais, le temps c'est de l'argent. Surtout si tu gagnes. Non, c'est ça. Mais, tu sais, souvent, des fois, c'est comme, mettons, ces gains non marginaux, c'est comme un 2% de ta performance. Des fois, les gens vont mettre trop d'emphase sur ce 2%-là. C'est pas mieux non plus. Au lieu de se concentrer sur le 98% du temps. Tu sais, le 98% de la performance, qui sont les gains non marginaux, qui sont vraiment la performance d'entraînement que tu fais, la récupération, le 8-9 heures de sommeil que tu peux avoir, les étirements, l'alimentation surtout. Fait que des fois, c'est comme, on pense trop à les petits gains là, comme que tu peux avoir, sans considérer que dans le fond, des fois, il faut revenir à la base et considérer que c'est pas si compliqué ce qu'il faut faire. Tu sais, comme quand tu considères les Kenyans qui sont... Mais tu sais, les coureurs kenyans, ce qu'ils font, c'est vraiment très simple. Tu sais, ils n'ont pas plein d'infrastructures comme les Américains, mais ils se réveillent le matin, ils vont courir, ils vont manger, ils vont faire une sieste. Ils n'ont rien à faire. Ils passent pas du temps sur Instagram, sur Facebook, tout ça, tu sais. Ou sur Netflix, fait comme... Si on choisit de récupérer, mais ils vont faire une sieste. Tandis que nous, on a tellement de choses pour nous distraire qu'on va préférer probablement comme passer du temps sur Instagram ou aller sur Netflix, bien que ce qui nous permettrait de mieux performer, mieux récupérer, ça serait juste de faire une sieste. Fait que c'est comme des fois la base, c'est ce qui importe le plus aussi. Il faut comme des fois revenir à la base puis considérer. La recherche de gratification immédiate, là, des fois aller chercher, mettons, écouter Netflix, ça fait du bien sur le coup, mais mettons, aller faire ta sieste, mais ça va te permettre d'avoir une gratification qui vient plus tard parce que tu vas mieux performer, mettons. Puis c'est ça, j'écoutais ton podcast avec PH Quentin, puis il parlait de la nage, comment ici au Québec, on peut être désavantagé des fois parce que on a l'hiver qui peut être vraiment long. Puis d'une certaine façon, ben ça vient comme dur de se motiver à aller nager parce que t'es tout le temps à l'intérieur. Puis lui il disait qu'il nageait sur le dos, fait qu'il voit tout le temps le plafond versus voir le ciel bleu, là, mettons. Là. Fait qu'il peut même avoir un désavantage au niveau de la géographique, comme mettons en comparaison à des villes ou des pays vraiment plus été à l'année. Je pense que oui et non, tu sais, c'est comme... Je pense que si tu penses à Michael Phelps, qui est le meilleur nageur comme, de tous les temps, ben, possiblement, là, mettons, là. Lui, il nageait à Baltimore, qui est comme une piscine pas belle, genre, c'est pas des belles conditions, tu sais, il va quand même
il y a quand même l'hiver, il fait pas tout le temps beau. C'est pas, il nageait pas en Arizona ou en Floride. Puis il est devenu le meilleur nageur comme de tous les temps, mettons. Ouais. Fait que t'as pas besoin de nécessairement d'avoir les meilleures conditions pour performer. Dans un sens, ça peut quasiment être un avantage parce que ça peut te permettre de travailler justement ton mental. Parce que c'est comme, tu dis, moi je me suis entraîné quand il faisait pas beau. J'ai jamais vu le soleil pendant comme c'est clair. 3 mois parce que j'étais tout le temps dans le clair puis dehors, c'était vraiment pas beau. Tandis que l'autre, c'est comme des fois, s'il fait tout le temps beau, c'est comme, des fois tu deviens pas plus, comme tu deviens un peu plus complaisant, genre, un peu plus soft, tu sais que c'est comme, tu finis ton entraînement de natation, après tu vas te bronzer sur le bord de la piscine. Des fois, c'est comme, tu deviens trop confortable. Fait que, dans un sens, les deux, je pense que ça peut dépendre un peu de ta personnalité. Parce qu'il y a des bons triathlètes comme canadiens comme il y a un gars, je pense, c'est Lionel Sanders qui habite en Ontario. Puis lui, pratiquement tout le temps, il s'entraîne tout le temps à l'intérieur. Puis, ça dépend vraiment de ta perception. Là. C'est ça. Si tu vois ça comme de quoi de vraiment désagréable, puis que tu te mets une limite en fait, là. Fait que tu peux switcher ça vraiment. Puis, en fait, comme tu dis, ça peut être, étant donné que c'est tough, tu vas te forger un mental vraiment plus... puis ça te force peut-être vraiment à te fixer plus d'objectifs, puis à essayer de trouver, ok, comment je vais rendre ça plus fun aujourd'hui, puis comme par exemple en allant s'entraîner avec quelqu'un d'autre ou whatever, là, trouver une façon de se motiver. Là. Il y a tout le temps une façon d'utiliser... Je pense qu'il y a tout le temps une façon d'utiliser même pas tes mauvaises conditions, mais comme... Un peu ce qui est le côté négatif, l'utiliser comme pour ton bénéfice. Puis. En fait, ça te prépare justement. Si tu t'es entraîné dans des conditions vraiment difficiles, après, si tu es dans des conditions parfaites, ben, tu as juste des meilleures chances de mieux performer là, parce que tu vas être prêt à affronter comme n'importe quoi. Là. Ouais, je vois un peu ça comme mettons. Je pense justement c'est Lionel Sanders qui disait ça. Il disait c'est comme un peu si tu sors le lion de sa cage pour la course. Là. C'est comme tout le temps tu t'es entraîné à l'intérieur, tout le temps dans des conditions pas belles, tout ça. Mais là, t'arrives à ta course, là, mettons au Texas, puis là, c'est comme des belles conditions, il fait beau, tout ça. Puis là, toi, ça fait 3-4 mois que tu t'entraînes dans des conditions difficiles, mais t'es motivé beaucoup plus que tous les autres, puis ton mental il est encore plus fort que tous les autres. Fait que t'as le goût de performer, puis t'as le goût de débattre. Fait que les deux, tu peux avoir un bon... Il y a un côté positif de s'entraîner tout le temps dans les belles conditions, c'est ça, c'est le fun. Mais aussi, il y a comme tu peux utiliser le fait de t'entraîner dans des conditions difficiles comme au Québec pour ton bénéfice. Mais c'est sûr que souvent, je pars quand même encore en entraînement parce que pour les conditions comme... pour justement faire des longs entraînements sur le vélo surtout, il y a quand même un côté très bénéfique de pouvoir s'entraîner à l'extérieur. Là. Fait comme... Bientôt, dans quelques semaines, je pars en Arizona pour comme 3 semaines pour pouvoir vraiment m'entraîner et faire des longues sorties. Parce qu'en ce moment, quand je m'entraîne ici, je fais souvent des sorties très courtes, très intenses. Mais des fois, tu as besoin d'avoir cet équilibre-là, de aussi travailler plus le côté endurance, tout ça. Puis ça se fait beaucoup mieux quand tu peux t'entraîner à l'extérieur. Là. Puis ça me fait penser, tu sais, mettons que tu t'entraînes tout le temps dans des conditions vraiment parfaites. Mettons que tu as une compétition qui s'en vient, puis tu sais que... Ben en fait, des fois, tu sais pas ça va être quoi les conditions. Comme je pense à un athlète que j'ai aidé justement pour un demi-marathon. Puis lui, il disait que dans sa préparation, il s'entraînait, puis il faisait tout le temps beau, mais il dit « Ah, je sais pas comment il va faire, tu sais, ça va être au mois d'octobre, fait que ça se peut qu'il mouille, ça se peut qu'il fasse plus frais. » Fait que tu sais, j'y avais dit « Ouais, mais tu t'es-tu préparé justement un peu pour... Parce que là, il s'entraînait tout le temps, puis il fait beau. Fait que là, si t'arrives dans ton demi-marathon, puis t'es comme des conditions vraiment affreuses, ben, tu vas-tu être prêt? Fait que là, non, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Fait que tu sais, le côté de tout le temps être dans des bonnes conditions, si ta compétition est dans un autre contexte, ben, ça peut te nuire même. Là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, il y a le côté mental, mais aussi le côté pratico-pratique. En vélo, mettons, prendre un virage quand il pleut, c'est pas du tout pareil que quand il fait beau. Puis si à chaque fois qu'il fait pas beau en vélo, tu décides de faire ton vélo à l'intérieur, confortable, en écoutant la télé, tu seras pas prêt, au lieu d'aller dehors dans la pluie. Mais au moins quand tu t'entraînes dehors dans la pluie, tu travailles ton mental, mais aussi tu te pratiques à prendre les virages de la bonne façon. Tu vas aussi trouver la bonne pression idéale pour tes pneus pour pouvoir bien comme prendre ces virages-là ou plein de petits détails qu'on pense pas vraiment, tu sais. Fait que je pense que c'est important de comme
être prêt pour ces conditions-là. Surtout quand tu le sais qu'il y a des bonnes chances que les conditions vont pas être belles pour ça. Préparer pour toutes les éventualités. Là. Ouais. Puis, toi, t'as adopté un style d'alimentation vegan depuis un certain temps. Ouais. C'est quoi qui t'a motivé à adopter ce style-là? Moi, au début, c'était vraiment pour des conditions éthiques. J'avais vu une vidéo de cruauté animale. Puis là, sur le coup, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Mais j'ai arrêté de manger de la viande, sauf comme le poisson. Okay. Puis je buvais encore du lait, je prenais encore des fromages. Fait que j'étais un peu comme pescado végétarien. Fait que je prenais encore des produits laitiers puis du poisson. Pescado? Ouais, pescado, c'est poisson. Fait comme Okay. tu prends quand même du poisson, mais tu coupes le reste de la viande. Tu l'as fait progressivement. Fait que je l'ai fait très progressivement. Fait qu'au début, c'est vraiment le côté éthique. Puis après, j'ai vu le film Cowspiracy, qui parle vraiment du côté environnemental. Puis c'est vraiment c'est un film comme incroyable. C'est un peu le premier film qui a vraiment parlé du côté environnemental de l'alimentation. Puis avant, c'était vraiment pas autant mainstream que c'était. Maintenant, dans les journaux comme le Journal de Montréal, le Journal de la Presse, tout ça, ils parlent souvent de l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Mais avant ce film-là, c'était vraiment pas quelque chose qui était connu. La plupart du monde savait pas que manger de la viande, boire du lait, mais ça consommait beaucoup d'eau, ça avait une grosse carbon footprint, tout ça. Ouais. Fait que là, ça a vraiment pu rendre ça... au moins, le monde a pu réaliser l'impact de l'alimentation a sur la planète. Puis après, les gens font leurs propres décisions par rapport à ça. Mais au moins, c'était comme les faits étaient connus pour tout le monde. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de devenir complètement végétalien. C'était vraiment fou dans ce film-là que de voir comme à chaque fois qu'il appelait, mettons, une organisation, là, puis il répondait jamais, il évitait tout le temps la question. Là. Ouais. Je me souviens plus c'était quoi les organisations, mais... C'est des organisations vraiment aussi... vraiment pour le environnemental, c'était comme... Ouais, c'est ça. Il y avait... Je sais pas s'il y avait Greenpeace, mais en tout cas, il y avait vraiment des grosses organisations vraiment qui sont supposées être là pour aider à l'environnement, mais quand on parlait de viande, c'était comme... Ah, il n'y a pas d'études, on sait pas. Puis après, on fait un peu le même genre de film, mais avec le côté santé. Ça s'appelle What the Health. Puis un peu, c'était un peu la même chose aussi avec comme certaines associations comme... je pense l'association américaine pour comme les maladies cardiovasculaires, tout ça. Ils parlaient de ça, puis à la fin, sur le site, tu peux voir c'est comme subventionné par qui, puis des fois, c'est comme des des grosses compagnies de viande, tout ça. Puis sur leur site de recettes santé qu'ils mettent sur leur site, des fois, ils vont mettre des choses enrobées de pepperoni ou plein de viande process, tout ça, tu sais. Fait que ça faisait comme aucun sens. Pas de sens, ouais. Puis depuis que tu as adopté ce style-là, toi, tu fais des triathlons. Y a-tu des effets négatifs, mettons, d'avoir ce style d'alimentation-là, selon toi, dans tes performances? Non, je pense pas du tout qu'il y a d'effets négatifs. C'est sûr, il faut comme... Peu importe ton alimentation, je pense qu'il faut que tu aies une alimentation variée puis diverse. Puis aussi, il faut que tu fasses... Si tu es un athlète, surtout un athlète d'endurance, un athlète d'élite qui s'entraîne beaucoup, faut que tu, idéalement, fasses des prises de sang assez fréquemment pour savoir si tu manques de certains minéraux. Pour moi, c'était comme avant d'être végétarien, même pas juste avant d'être vegan, mais avant d'être végétarien complètement, je faisais souvent, mon niveau de ferritine était vraiment bas, fait que je manquais de fer. Fait que depuis très longtemps, je prends des suppléments de fer, parce que c'est assez courant chez les athlètes d'endurance de manquer de fer, puis encore plus chez les femmes. Donc ça, c'est très important, peu importe votre diète, de faire assez fréquemment des prises de sang, parce que c'est ça, avoir un taux de ferritine très bas, mais après ça peut lier à l'anémie, puis là ton niveau de performance est vraiment bas, puis c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, tu vas sentir un peu que tu te sens un peu plus fatigué, tu performes un peu moins. Puis si tu attends trop longtemps, mais c'est là que ça devient très... Comme ton niveau t'es déjà anémique, c'est dur de... C'est ça, quand tu as de l'anémie, ça prend un certain temps, je pense, avant d'aller rechercher ce que tu avais comme manque. Là. Ouais, c'est ça. Pour ça que, même si ton niveau de ferritine est bas, le ferritine, c'est comme un peu ta réserve de fer dans ton corps. Fait que ton niveau de ferritine peut être très bas, mais ça va pas affecter tu vas pas être anémique, mais tu es comme très à risque. Fait comme moi, quand j'ai découvert que mon taux de fer était bas, c'est juste mon taux de ferritine qui était bas, fait que j'étais pas vraiment anémique, mais j'étais comme très à risque. Fait que là, j'ai commencé à prendre des suppléments de fer. Puis j'ai juste continué à prendre des suppléments de fer. T'en prenais déjà quand tu prenais de la viande. Fait que ça l'a pas changé pour ça.
Le seul autre supplément que je prends, c'est vitamine B12, puis la vitamine D. Mais la vitamine D, je pense que tout le monde au Québec devrait en prendre, surtout l'hiver, parce qu'on n'a pas de soleil. Là, Ouais, c'est ça. Puis c'est ce que le monde dise un peu comme pour critiquer ce style d'alimentation-là. Là, comme, ça fait un manque parce qu'ils prennent tous des suppléments, mettons. Et toi, la B12, mettons, la B12, c'est pourquoi ça? Mais la B12, c'est... dans le fond, on le trouve seulement dans la viande, dans certains produits, comme, mettons, des produits fermentés, comme du miso paste ou des choses comme ça. Donc... c'est plus... Puis souvent, des fois, il y a beaucoup de monde qui sont pas végétariens, qui sont aussi déficients en vitamine B12, mais on sait juste pas. Mais... on entend plus parler quand c'est des végétariens. Comme... Justement parce que c'est comme... C'est eux qui se font plus tester parce que des fois, on le craint, mais je pense que... Ouais, parce que c'est ça, dans le fond, Parce que la vitamine B12, on le trouve beaucoup aussi dans la terre, tu sais. Puis, tu sais, je pense dans le temps, on l'avait pas autant les aliments qu'on le fait aussi maintenant aussi. T'sais, maintenant, tout doit être très, très, très clean, là. Fait que je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi la plupart des gens sont peut-être déficients en vitamine B12, mais ils savent juste pas à cause de ça, mais... Ouais, toi en tant qu'athlète, tu vérifies comme assez régulièrement au niveau du sang et tout ça. Ouais, parce que c'est sûr qu'une mini... Tu veux tout le temps que tout soit optimisé, tu sais, fait que tu veux être sûr de pas manquer de aucun nutriment, là. Fait que si moindrement mon taux de ferritine est bas, mais ça peut nuire à ma performance, fait que je vais être sûr qu'il soit comme à son max. J'aime mieux être plus prévoyant, me faire tester pour voir, qu'attendre que vraiment mes performances diminuent, puis là voir que dans le fond il me manquait quelque chose, puis j'aurais pu régler ce problème-là plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance. T'es aussi bien de prévoir puis de le faire avant que ce soit vraiment pire. Là. Ouais. Puis ça ressemble à quoi, mettons, ton alimentation d'une journée type? C'est pas très... Tu manges plus de petits repas, mettons, ou... Ouais, c'est quand même assez beaucoup de petits repas, là. Ouais. Parce que, justement, vu que je m'entraîne très, très souvent, j'aime pas prendre un repas lourd, tu sais, juste avant l'entraînement, parce que si tu prends un repas lourd, généralement, t'as comme besoin de peut-être 2-3 heures pour vraiment bien digérer, surtout si c'est un entraînement intense. Okay, comme, mettons, ce matin, je nageais à 6 heures au cégep, fait que là, je me suis réveillé comme à 5h20, j'ai pris une banane, une barre, un café, puis là, j'ai parti. Fait comme, c'est assez léger, c'est pas tant de calories. Puis après, après l'entraînement, j'ai mangé chez moi. J'ai pris comme des toasts avec du beurre de peanut puis du beurre d'amande, une autre banane. Fait que c'est comme quelque chose, c'est quand même assez très simple. Puis, un déjeuner classique, là, quand même. Déjeuner classique, puis je pense des fois aussi, l'important, c'est de pouvoir manger très rapidement après ton entraînement. Des fois, c'est pas tant ce que tu manges, mais c'est quand est-ce que tu le manges là, qui est très important. Puis là, après, en après-midi, je vais aller m'entraîner. Fait que je vais probablement juste prendre comme une salade de quinoa, quelque chose, juste avant d'aller m'entraîner, quelque chose de comme très léger. Puis là, quand c'est un entraînement assez long, comme plus que 2-3 heures, souvent, je vais m'apporter des bars, comme j'ai des bars, c'est Chronobar, c'est une compagnie de Montréal. Puis c'est tous des ingrédients comme naturels, ce que je trouve qui est important. Fait que puis aussi, je trouve que c'est facile à gérer. C'est un sponsor, ça? Ouais, ils me commandent dans le fond. Puis ça fait très longtemps comme j'étais avec eux. Puis j'étais là comme quasiment quand ils ont commencé. Là, fait que c'est vraiment cool pour ça. Puis comme des fois, ce qui est le fun aussi, parce que j'ai mon background un peu en sciences aliments, tout ça, puis en nutrition. Puis des fois, comme quand ils font des nouveaux produits, je les aide un peu à déterminer quelle quantité, mettons, de sodium on devrait avoir dans les gels pour aider la performance, certaines quantités de glucides. Fait que c'est comme une commandite, mais je vois plus ça comme une collaboration un petit peu. Là, fait que c'est le fun pour moi aussi pour ça. Là. Fait que toi, tu as l'aspect vraiment nutritionnel aussi, puis au plan, justement, en termes de connaissances au plan nutritionnel, pourquoi tu conseillerais, mettons, à tout le monde d'avoir un régime basé sur les plantes, comme on appelle, le plant-based diet. Plant-based diet, ouais. Mais c'est sûr que un des avantages, c'est que tu sais, dans les fruits, les légumes, dans les graines, dans les noix, tu as beaucoup de vitamines, de minéraux, beaucoup d'antioxydants. Tu sais, quand tu fais un sport, à chaque fois que tu fais un sport très intense, mais tu crées beaucoup d'inflammation dans ton corps. Fait que tu as un avantage à manger des aliments anti-inflammatoires qui vont permettre de diminuer cette inflammation-là. Tandis que la viande puis les produits laitiers, au contraire, ça crée encore plus d'inflammation.
Ok. Ça a besoin de plus d'énergie pour digérer ces produits-là. Là, Comme digérer comme un steak, ça prend beaucoup plus d'énergie que, mettons, Ouais. digérer une salade de quinoa ou quelque chose comme ça. Donc, c'est encore plus de stress que tu crées sur ton corps. Ok. Fait que, pour moi, c'est plus le côté pour aider la récupération que je trouve qui est très intéressant. Puis, Tes protéines, tu vas les chercher. Tu vas ouais, les il chercher. y a plein d'options. Là. Ouais. C'est sûr que... Parce que souvent, quand on pense protéines, on pense genre viande, on pense steak. Mais ce que le monde réalise pas vraiment, c'est que dans tous les aliments, tu as tous des acides aminés. Mhm. Puis les acides aminés, c'est comme les... Mettons, La base des c'est protéines. ça, c'est comme des petits blocs de Lego, tu sais. Puis après, tu formes ton château de Lego, qui est ta Ouais. protéine. Mais dans chaque... Mettons dans un brocoli, dans une carotte, dans des noix, tu as ces petits blocs de Lego-là. Puis à la fin de la journée, tu les as tous accumulés, puis tu formes ta protéine. Ok. Mais tu as quand même des protéines complètes végétales, comme le tofu, que dans ce tofu-là, tu as tous ces blocs de Lego-là, tous ces aminoacides-là, Ok. C'est quand qui même sont complet. là. ensemble, qui sont complets. Ou tu as le tempeh aussi, qui est très bon, que Ouais. les gens connaissent peut-être un peu moins que le tofu, mais c'est vraiment... c'est comme une des sources des protéines les plus denses, puis les moins... avec le moins de gras, là, puis les options de Ouais. de Moi, j'ai- recettes, c'est comme infini, là. Ouais, après avoir écouté Cowspiracy, j'avais justement. J'avais fait une semi-période vegan que je faisais en fait 5 jours par semaine, puis la fin de semaine, je me permettais Ok. de la viande. Puis je faisais justement un pâté chinois au tempeh, puis honnêtement, je voyais pas tant la différence, là. C'était vraiment bon, là. Surtout que maintenant, t'as plein d'options. Tu sais, c'est plus comme il y a 60 ans, tu sais. Ouais, Maintenant, t'as plein d'options comme t'as de la fausse viande que tu peux acheter comme dans le congélateur, puis tu mets ça justement dans pâté chinois ou dans des sauces spaghetti. ouais. Puis le monde va juste pas remarquer la différence. Tu sais, des fois, je le teste là, pour voir, puis le Ah monde ouais? ne remarque juste pas la différence. Ou même, si tu fais une mousse au tofu, au chocolat, ça goûte pas du tout le tofu. Ou tu sais, des gâteaux vegan, tu vas pas remarquer la différence. Il y a plein de choses Ouais. que Il y a que plein tu de réalises recettes pas la aussi. différence. Puis tu sais, aussi il y a plein de repas que dans le fond tu réalises pas, mais c'est pratiquement soit végétarien ou végétalien, tu sais. Comme. Mais dis comme mettons le déjeuner quand tu y penses, à part si tu prends mettons des C'est pas dur, des le œufs déjeuner. bacon, mais c'est assez facile de manger. Ouais. Tu prends du gruau, tu prends des céréales, soit avec du lait de soya ou du lait d'amande, Mhm. ou tu fais des toasts, c'est tout végétalien, tu sais, c'est pas Puis juste de. J'imagine que juste de faire ce changement-là, mettons pour un repas par jour, ça peut quand même faire une petite différence, là. Parce que je trouve que le discours commence à être un peu moins pire, mais je trouve qu'avant le discours c'était un peu trop comme soit t'es vraiment vegan, puis tu sais même qu'on reprochait un peu aux vegans. Ouais. là, ils disent tout le temps là, qu'ils sont vegan, puis ils essaient tout le temps de te faire devenir vegan. Mais on dirait que d'être trop dans les extrêmes, ça fait qu'on fait juste. Il y a juste un combat. Puis là, j'ai l'impression que ça devient un peu moins épais, puis que on entend de plus en plus parler des personnes qui mangent moins de viande sans être totalement végétalien ou végétarien. Puis ouais. juste de faire ça, ça peut être quand même un impact, là, je pense. Là. Ce que je dis, c'est comme des fois la nutrition, c'est comme. Tu sais, mettons dans un repas de famille, là, dans le temps de Noël, il y a comme les sujets que tu peux pas parler, c'est comme la religion, la politique, puis la nutrition aussi. Tu peux pas parler Ouais. de comme c'est quoi la diète qui est bonne parce que, mettons, t'as la personne qui est keto, t'as la personne qui est paléo, là, t'as l'autre Ouais. personne qui est vegan, ça crée tout le temps la chicane. Puis je pense que le problème, c'est quand les gens voient ça comme justement comme si c'était une religion, tu sais, il faut que tu sois ça à 100%, puis c'est des règles très strictes. Puis au lieu de comme d'encourager quelqu'un comme toi, mettons, qui est devenu 5 jours sur 7, c'est vraiment comme une grosse différence. Ouais. Au lieu de dire, mais là, t'es pas végétarien complètement, ça sert à rien ce que tu fais, tu devrais plutôt encourager cette personne-là qui fait un effort. Puis, ça a un gros impact sur tu sais, le nombre d'animaux que t'as pas tués, justement, parce que 5 Oui. jours sur 7, tu mangeais pas de viande, ou juste l'impact sur la planète que t'as, c'est vraiment positif. Puis, je pense aussi du côté santé, je pense que quelqu'un peut être très en santé en mangeant une ou deux fois du poisson ou de la viande dans la semaine. Là, si tu enlèves le côté éthique et le côté environnemental, Ouais. comme il y a des études, c'est sur les Blue Zones, qui est les endroits au monde où il y a le plus de comme, personnes qui vivent en haut de 100 ans. Ok. Puis sur tous ces endroits-là, la plupart du monde sont plant-based. Comme, ils mangent pratiquement juste des plantes. Ils sont presque vegan. Mais la plupart d'entre eux vont quand même peut-être
une fois dans la semaine manger du poisson, quelque chose comme ça. Pas t'sais. strict, là. Fait que c'est pas très strict. Fait que je pense que c'est important de pas voir ça comme une religion, justement, puis pas être très strict, puis comme... Parce que si tu dis quelqu'un, ce que tu fais, c'est pas correct, la personne, au contraire, va être encore plus comme... va s'éloigner encore plus de ça, va être encore moins attiré vers le végétalisme parce que t'es trop rigoureux. Il voit ça comme si c'était une secte quasiment. Fait que là, il n'y a aucun intérêt à devenir vegan. Puis même au contraire, il va comme un peu vouloir s'opposer à ça. Puis faire quasiment l'inverse. Il va essayer de quasiment manger plus de viande justement parce que tu l'as offusqué en disant ça. T'sais. Puis ça rend ça difficile parce que dans le fond, passer d'un régime à un autre de façon vraiment du jour au lendemain, ça peut être vraiment difficile. D'ailleurs, c'est pas ce que tu as fait, tu es allé progressivement. D'y aller progressivement, c'est probablement beaucoup plus facile. Là. Moi, je m'imagine mal commencer 7 jours sur 7 vraiment à tout changer mon alimentation. Je pense que ça peut être plus facile d'y aller soit en faisant une journée, semaine, où il y a énormément de façons de faire. Là. Aussi, je pense que faut pas que tu considères ça comme une diète, faut que tu considères ça comme un mode de vie aussi. Puis je pense que ça switch un peu dans ta tête la façon que tu vois ça aussi. Puis ça permet de rendre ça un peu plus comme sustainable. Là. Tu veux garder ce mode de vie-là pour plus longtemps. Parce que la plupart du monde qui trouve une diète, ça va pas durer plus que quelques semaines. T'sais. Et si tu vois ça comme un mode de vie, tu vas pour comme j'y vais pour très longtemps ou pour tout le restant de ma vie. T'as plus de chances que tu continues à manger de cette façon-là pour longtemps. Puis aussi, je pense que maintenant, ce qui est intéressant, de plus en plus de produits qui peuvent permettre justement cette transition-là. Tu sais, quelqu'un qui est habitué de manger beaucoup de viande, beaucoup de burgers, beaucoup de saucisses, si du jour au lendemain il décide de manger vegan, il va pouvoir se trouver ces substituts-là de fausses saucisses, de fausses viandes, de faux poulets, mettons. Qui est peut-être pas l'option la plus santé. C'est ça. Je suis d'accord. Mais dans un sens, ça lui permet de faire cette transition-là de façon plus facile. Puis de plus en plus, il va commencer à trouver d'autres recettes qui sont plus avec des légumineuses, qui sont plus santé, beaucoup plus comme des patates douces, des choses comme ça. Beaucoup plus basic, beaucoup plus comme old food, au lieu des aliments plus processed. Mais c'est une façon de faire un peu comme une transition qui est un peu plus smooth que du jour au lendemain de devenir... un végétalien, mais aussi comme végétalien très santé, tu sais. Parce que des fois, une des erreurs que je vois les gens faire, c'est que du jour au lendemain, ils vont devenir végétaliens, mais aussi ils vont devenir comme végétaliens comme pratiquement crus, tu sais, juste manger des fruits et légumes crus, juste manger de la salade, des choses comme ça. Qui est comme un gros choc sur ton système. Un, parce que tu enlèves la viande, tu enlèves les produits laitiers, mais aussi tu enlèves plein d'autres affaires parce que tu essaies de juste manger comme très 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 santé. Donc des fois, c'est comme trop un choc sur ton système, puis aussi... C'est aussi tu manges pas assez de calories parce que t'es pas habitué de ça, puis c'est beaucoup c'est très dense en fibres mais c'est pas très dense en calories. Fait que surtout quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, il va dire mais j'ai tout le temps faim, j'ai pas d'énergie. Mais la raison c'est pas parce qu'il a coupé la viande, c'est juste parce qu'il mange pas assez de calories, tu sais. Fait que c'est bon d'y aller de plus façon progressive, puis c'est pas très compliqué en tant que tel parce que justement si t'es habitué de manger tes patates, t'as ta salade ou tes légumes, puis là t'avais ton poulet. Mais tu vas juste remplacer ton poulet par une source de protéines végétales, que ce soit du tofu, du tempeh, ou une fausse viande, ou des légumineuses. Mais de garder ça simple, je pense que c'est la clé. Là. Puis ça existe-tu, mettons, des vegans qui sont vraiment... qui ont une alimentation pas santé pantoute? J'imagine que oui. Là. Il y en a c'est ça, parce qu'il y en a qui c'est comme... manger un peu n'importe quoi, là. Tu peux quand même manger des cochonneries un peu, là. Non, c'est ça, parce que t'as comme le trio de raisons, c'est comme soit côté éthique, soit côté santé, soit côté environnement. Il y en a beaucoup, c'est juste le côté éthique ou environnement, mais la santé, il s'en fout un petit peu, tu sais, parce qu'il fait pas de sport, c'est pas pour la performance qu'il fait ça. Comme un des exemples, c'est Mike Ward, que lui, il est vegan, mais c'est vraiment juste pour les animaux. Je pense, peut-être aussi côté environnement, mais je pense pour lui, c'est vraiment les animaux. Puis... lui, il n'est pas la personne la plus en shape, mettons. Là, il boit beaucoup, puis il parle beaucoup aussi dans son podcast qu'il aime beaucoup les Impossible Food Burger. Comme un burger qui goûte vraiment la viande, ou aussi les Beyond Meat Sausage, qui est une compagnie qui a comme vraiment une grosse croissance. Un peu ce que tu disais tantôt, là, les substituts de viande, mais c'est pas nécessairement plus santé. C'est ça. C'est comme Beyond Meat, ils vont s'assurer que sur tous les nutriments, ils vont essayer d'être mieux que la viande, mettons. Mettons, tu as un burger
de Beyond Meat qui est quand même très bon. Là. Des fois, je le goûte, surtout des fois comme quand je reviens de compétition, puis là, je suis en avion. Des fois, ils l'ont aux États-Unis assez souvent. Puis comme c'est vraiment bon, mais je sais que c'est pas très santé. Mais mettons, ils vont comparer du côté, mettons, juste fer. Ils ont un peu plus de fer que la viande. Okay. Côté protéines, il y en a un peu plus que la viande. Il y a moins de gras que la viande. Pas de cholestérol. Contrairement à la viande, il y en a beaucoup. Fait que ça reste que c'est pas la meilleure option. T'es mieux de prendre la salade avec des légumineuses, des choses comme ça. Ouais, mais c'est quand même bien. Mais c'est quand même un choix meilleur pour l'éthique, meilleur pour l'environnement, puis un peu meilleur pour la santé qu'un burger, tu sais. Fait que c'est comme... Moi, je vois ça comme si c'était, mettons... C'est une façon d'attirer un peu les gens vers ça, de goûter ça, puis il y en a qui goûtent ça comme le Beyond Meat, qui l'ont au IW. La plupart des gens qui l'essayent, c'est pas des gens qui sont végétariens ou végétaliens, c'est juste des gens qui sont plus comme foodies, qui ont le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Ouais. Puis ils aiment ça, ils trouvent que ça goûte bon. Puis c'est un peu comme l'équivalent un peu de la Tesla, tu sais, c'est comme si tu veux attirer le monde vers pour utiliser moins d'essence, puis les attirer vers acheter une auto électrique ou hybride, mais tu crées une auto qui est vraiment vraiment cool, l'intérieur est vraiment beau, très luxueux. Puis là les gens vont faire wow, j'ai le goût d'essayer cette auto là parce qu'elle est vraiment belle. Puis peut-être des fois c'est pas des gens qui sont écologiques, mais c'est juste qu'ils ont le goût d'avoir une belle auto, ils vont essayer ça, ils vont aimer ça. Puis là, ils vont être hook pour la vie. Ils vont tout le temps utiliser des autos électriques. Fait que je pense, si tu veux attirer vers quelqu'un, vers quelque chose, faire un changement... Ça fait quand même un changement. Faut que tu mettes un choix qui est comme attirant, tu sais. C'est pour ça que faire de la bonne bouffe vegan, mais ça attire les gens un peu à essayer ça, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est important de pas faire, de pas shamer un peu, là. Non, mais c'est pas bon ce que tu prends. Tu serais mieux de prendre ça. Ouais, mais... au moins, il y a un effort justement d'intégrer cette alimentation-là puis d'y aller progressivement. C'est ça, comme souvent il y a comme un peu des challenges comme le Meatless Monday, que le lundi tu manges pas de viande. Ou des fois c'est avec comme le Veganuary, comme le mois de janvier cool, tu mangeais pas de viande du tout. Fait que ça c'est comme une étape, si tu l'essayes pendant tout un mois complètement, pas manger de viande, là tu réalises que t'étais capable, t'as aimé ça, t'as découvert de nouvelles recettes. Peut-être le restant de l'année tu vas pas être vegan à 100%, mais tu vas réessayer les recettes que tu as bien aimées. Fait que tu vas peut-être être à 60%, 70% vegan ou 90%, mais tu sais, on s'en fout en tant que tel. L'important, c'est que tu as amélioré ton alimentation. Puis ça prend à peu près, ils disent 20 à 30 jours, créer une habitude. Fait que si tu fais justement un mois de quelque chose, ben, tu as intégré quand même un peu le mode d'alimentation, puis tu peux continuer, mais encore là, même si tu continues pas, comme tu dis, comme moi, cette semaine, moi et ma blonde, on est revenu un peu on s'est dit, on va faire un peu de trucs plus vegan cette semaine. Fait que j'ai ressorti les recettes justement que j'avais utilisées il y a quelques mois, là, puis tu sais, j'ai vu que t'avais écrit un article sur le guide alimentaire canadien, puis tu trouves comment les changements qu'ils ont fait? Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est le fun... le fait qu'ils ont mis ça sur une assiette, fait que ça rend ça très, très simple. Je pense que c'était Harvard, il avait fait ça justement comme un guide comme ça, puis il l'avait mis dans le mode d'une assiette, puis c'est un modèle qui est facile à voir parce que on mange tout notre repas dans une assiette, fait qu'on voit exactement, le 3/4, mettons, de l'assiette, ça devrait être une salade, des légumes, puis le reste, une portion, ça devrait être des grains entiers, puis le reste, ça va être plus des protéines, tout ça. Fait que ça rend ça simple, puis aussi le fait qu'ils mettre juste protéines. C'est ça. En général, je pense que c'est vraiment quelque chose de... Que tu manges de la viande ou non, ça l'intègre. Ça rend ça beaucoup plus inclusif, puis ça met moins d'emphase sur la viande, moins d'emphase sur les produits laitiers, parce que c'est sûr que quand ils mettaient avant lait et substitut, le monde ne pensait pas aux substituts, ou viande et substitut. Il reste que le mot principal, c'est viande, tu sais. Fait que là, en mettant juste ça comme protéine, je pense que ça rend ça beaucoup plus inclusif. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est un gros changement. Là. Même beaucoup de sites comme américains, tout ça, ils en parlaient justement de ça. Mais plus des sites comme, mettons, végétariens ou vegan, tout ça, qui parlaient que c'est intéressant la façon qu'ils ont fait ça. Tu sais, ça rend ça beaucoup plus justement inclusif. Là. Ouais, c'est nice. Là. C'était le temps qu'ils changent. Là. Puis c'est pas comme si c'était un guide vegan. Là, c'est comme il y en a qui se plaignent parce que t'as toutes les options quand même. Là, ils disent pas de plus manger de viande aussi. Puis je pense, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils ont considéré plus l'aspect environnemental dans ça. Ce qui est de plus en plus intéressant que comme
sais, avant, dans les cours de nutrition, c'est pas un sujet qu'on parlait du tout, l'impact de l'environnement, l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Mais de plus en plus, comme à la fin de mes études à l'université, c'était comme un sujet qui était abordé comme très rapidement, mais au moins c'était abordé, tu sais. Puis, tout dépendant des professeurs, il y en a qui accordaient plus d'importance là-dessus. Okay. Mais au moins, le fait que c'est comme ça fait partie des choses qui sont enseignées, je pense que c'est intéressant parce que comme tout le monde mange, c'est comme quelque chose qui fait partie de notre mode de vie, tu t'as pas le choix de manger, tu sais. Ouais. Fait comme, quand t'es un nutritionniste, je pense que c'est important quand même, peu importe c'est quoi ta philosophie un peu, c'est important quand même que tu considères cet aspect-là, tu sais. Mm-hmm. La même chose que de considérer aussi comme manger de façon le plus possible locale ou le plus possible équitable aussi. C'est quelque chose qui devrait tout être pris en considération quand tu choisis ce que tu vas manger à l'épicerie. J'ai l'impression que les gens ont besoin d'avoir comme un peu un modèle, un peu comme besoin d'avoir des preuves aussi. Là. Comme même moi aussi, je suis un peu coupable. Comme quand je suis devenu végétalien, j'avais besoin de voir s'il y avait d'autres athlètes d'endurance qui étaient aussi végétaliens pour voir si ça marchait, tu sais, parce qu'on a tout un peu ces questionnements-là, veut pas dans notre tête. Puis là, quand tu vas, ok, lui, il est végétalien, il performe bien, tout ça, ok, je vais être correct, tu sais, comme, si lui, il était capable, je vais pouvoir le faire. Mais au début, c'est plus côté comme sport endurance, mettons. Okay. Mais là, de plus en plus, c'est des sports comme, mettons, Serena Williams, tu sais, au tennis, maintenant des joueurs de NBA, Tom NFL, Tom Brady, ouais. Puis aussi, c'est du monde de la UFC, du monde de l'haltérophilie, tu sais, des sports vraiment que t'as besoin d'explosivité, beaucoup de force. Des culturistes même. Non, c'est ça. Fait il n'y a pas de sport en fait qui a pas de vegan. Là. Il y en a dans tout. Là. Ouais. Parce qu'avant, on associait un peu plus au sport d'endurance. Okay. Puis là, je pense que c'est intéressant de voir que des gens de sport vraiment de force sont aussi végétaliens puis prouvent que. Peu importe ton sport, tu peux avoir comme un modèle végétalien. Ouais. Puis... Parce que j'ai l'impression que veut pas, même si la plupart des gens, même s'ils disent que c'est vraiment le meilleur choix pour l'environnement et la planète, si il y a un doute que ça va pas être bon pour leur performance, ils vont pas faire le changement, tu sais. Ouais. Tu veux pas la majorité des gens, on est un peu égoïste, on pense à nous-mêmes avant de penser au reste. Fait comme si moindrement il y a un doute dans la vie, dans l'opinion des gens, mais ils vont pas faire ce changement-là. Fait que c'est important d'avoir des gens qui sont les exemples, tu sais, pour ça. C'est comme l'aspect de l'argent, là. On dirait, ben, il y en a, on dirait aussi, qui cherchent vraiment toutes les excuses pour pas le devenir parce qu'ils essaient de trouver tous les désavantages, comme que, ouais, mais ça coûte cher, ouais, mais ça demande plus de préparation au niveau des repas ou plein de trucs de même, là, mais, tu sais, ouais, je pense que de plus en plus on en parle, puis de plus en plus il y a des gens qui démontrent que il y a moyen de, tant au niveau monétaire, tant au niveau de la performance. Ouais. C'est pas nécessairement plus cher, c'est pas nécessairement une perte de performance. Non, ça dépend ce que tu fais avec le régime, comme ça dépend ce que tu fais avec un régime à base de viande. Là. Ouais, c'est pour ça que comme moi j'essaie de justement vu qu'il y a des gens qui ont été comme des modèles pour moi dans ça, j'essaie un peu d'être comme un modèle pour les gens qui essaient justement, puis des fois ils m'écrivent sur Instagram, ils me posent des questions, des choses comme ça. Okay. Puis justement pour ça que j'essaie de pas être j'essaie d'être le plus inclusif possible. Puis je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, je parle ouvertement que je suis vegan, tout ça, mais je suis pas quelqu'un qui va faire des protestations partout avec des activistes, qui a une place dans ce mouvement-là, comme il y a des places dans tous les mouvements. Il y a besoin d'avoir des gens qui sont un peu plus du côté extrême. Impliqué. Mais je pense que c'est bon une façon d'attirer les gens un peu vers ça, c'est juste par mes performances de bien performer. Puis là, les gens vont dire « Ah, mais ça marche ». Puis il essaie même pas, il est pas en train de m'influencer là-dessus, c'est comme, il voit que je suis vegan, puis il essaie de le montrer par ses actions. Ouais, c'est ça, je pense que c'est la meilleure façon, la plus efficace de fonctionner. Tu parlais dans un de tes articles que c'est important de pas trop accorder d'importance aux résultats, en fait. Ouais. Puis pourquoi, selon toi, là, ça peut venir d'être dérangeant quasiment pour ta performance? Je pense que oui, c'est sûr, ça dépend de tout. Chaque personne est différente. C'est difficile de généraliser tout. Ouais. Mais je pense que la meilleure façon de performer, puis c'est de se comparer à soi-même. Tu sais, tu peux pas. Tu sais pas ce que l'autre personne fait. C'est pas comme. Tu peux pas comme. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est, mettons, surtout dans d'autres sports, comme mettons le sport de. Mettons, patinage artistique, qui est un sport jugé. Tu sais, des fois, tu vas voir la personne, elle finit sa performance. Elle vient de faire la meilleure performance de toute sa vie. Elle est vraiment contente. Elle a tout le sourire.
Puis là, juste parce qu'un juge a décidé de donner une mauvaise note, puis là, elle tombe, elle est pas dans le podium à cause de ça, ça va affecter son niveau de satisfaction. Tu le vois dans sa face. La façon qu'elle voyait sa performance est influencée juste à cause de ça. Mm-hmm. Ça, je trouve ça comme dommage parce qu'en tant que telle, elle était contente de sa performance. Elle a fait sa meilleure performance de toute sa vie. Techniquement, peu importe, elle devrait être contente. Puis je vois un peu ça, la même chose dans le sport, les sports pas jugés, comme les sports d'endurance, comme le triathlon. Si j'ai fait mon meilleur temps, par exemple en natation, le meilleur wattage possible en vélo, puis le meilleur temps en course à pied, puis mon temps overall du triathlon est le meilleur, je devrais être content, peu importe si j'arrive premier ou si j'arrive 5e. Ça dépend juste que c'est qui était là dans la course, puis eux, ils ont peut-être eu des super bonnes courses. Je pense que ça peut être bien de penser aux résultats, mais pas nécessairement en fonction des autres. Comme par exemple, oui, tu te fixes des objectifs comme de performance, peut-être au niveau de la nage, au niveau de ton vélo, au niveau de ta course. Puis si tu atteins ces objectifs-là, tu devrais être satisfait. Ça, oui, tu te concentres un peu sur le résultat, mais en même temps, pas d'une façon que tu compares aux autres. Puis je pense pas nécessairement mauvais non plus de te fixer comme objectif, comme d'avoir un podium ou une médaille, mais quand tu fais ta performance, c'est peut-être de pas trop fixer là-dessus non plus, puis de penser plus à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif-là. Ouais. C'est ce que les gens, j'ai l'impression, ça peut être difficile à faire, mettons, durant ta course, dans des sports en plus où que, comme par exemple, tu cours contre les autres personnes, tu vois tout le temps ce que les autres font, leurs performances, fait que ça peut être quand même ajouter une difficulté, là. Parce que je pense que c'est important. Je suis pas en train de dire que c'est pas important d'être compétitif. Je pense que c'est vraiment important d'être compétitif. Puis moi, clair. Je suis quelqu'un de très très compétitif. Puis comme que ce soit un entraînement, je veux battre les autres personnes dans la piscine, tu sais, puis dans la compétition aussi. Mais ça reste que quand je traverse la ligne d'arrivée, ma satisfaction va plus être influencée par ma propre performance que par le résultat final. Mm-hmm. Ça reste que tu sais, j'y pense, parce que c'est comme veux pas, c'est comme ma façon. Mettons, cette année, je vais me qualifier pour le championnat du monde Ironman. Okay. Puis c'est pas. Tu te qualifies parce que t'as fait ta meilleure performance puis t'es content. C'est pas non que ça marche, et ça marche parce que t'as gagné la course ou t'as fait un top 3 ou quelque chose comme ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça reste, veux pas, il y a. Ça reste un objectif de résultat. C'est ça. Mais faut pas que tu te fasses trop influencer. Si tu fais une bonne performance, toi, tu dis que tu vas être quand même satisfait là, de ce que tu as fait parce que tu as tout donné. Là. C'est ça, mettons comme cette année, ma grosse course, c'est comme l'Ironman de Tremblant. Puis le but, c'est se qualifier pour le championnat du monde de Tremblant, d'Ironman, à Hawaii. Puis maintenant, le nouvel système de qualification, c'est comme faut que tu gagnes la course pour t'avoir de qualifier. Mais par exemple, si, mettons, les deux autres personnes qui sont devant moi, ils sont déjà qualifiés, puis moi j'arrive 3e, je serais qualifié. Okay. Parce que eux sont déjà qualifiés, fait que c'est comme un roll down un petit peu. Ouais. Donc, si je fais comme mon PB, mon meilleur temps à vie, là, puis je suis qualifié, je vais être vraiment content, c'est sûr. Mais si je fais mon PB puis je suis pas qualifié, c'est sûr que j'ai un petit peu de drive, je vais comme être, je vais me pousser encore plus durant les trainings pour me qualifier la prochaine fois. C'est sûr qu'il y a une déception, mais... Mais en tant que tel, je suis quand même satisfait parce que j'ai fait tout ce que je pouvais durant les entraînements. Mm-hmm. Puis j'ai fait la meilleure course que j'aurais pu faire, tu sais. Ouais. C'était hors de mon contrôle ce que l'autre personne a fait, tu sais. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui est important de considérer parce que sinon, si t'es trop influencé négativement par les performances des autres, c'est très facile d'être négatif puis de dire mais à quoi ça sert, tu sais. Pas contrôler. Souvent, justement, dans le triathlon, c'est un sport que c'est quand même très influencé par la météo, tout ça. Puis comme, ok, est-ce que la température de l'eau va être assez chaude ou assez froide pour comme... Les gens veulent souvent que ça soit wetsuit, puis là, ils pensent... La seule conversation qui se passe avec la course, c'est ok, c'est quoi la température de l'eau? Est-ce que ça va être wetsuit, pas wetsuit? Puis ils ont des craintes, est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir, tout ça. Fait que si tu dépenses toute cette énergie-là, la veille de la course, à essayer de penser à la météo, quelque chose que tu peux pas du tout contrôler, au lieu de prendre cette énergie-là pour soit relaxer ou au moins penser à organiser ta course, faire la visualisation ou faire d'autres choses pour comme te préparer mentalement pour cette course-là, ce serait beaucoup plus bénéfique que tu penses à toi-même au lieu d'essayer de penser à des choses que tu ne veux pas du contrôler. Puis là, si
ça arrive que c'est pas des belles conditions, ça va t'affecter mentalement. Tandis que tu aurais pu prendre cette journée-là pour préparer aussi toutes les éventualités, tu sais, comme, ok, s'il fait très chaud, mais genre cette casquette-là qui va me protéger du soleil, ou s'il fait très froid, j'ai ce manteau-là dans la zone de transition au cas où, tu sais. Tu peux pas contrôler la météo, mais tu peux contrôler comment tu vas réagir. Tu peux te préparer quand même aux différentes situations, tu sais. C'est ça, tu peux te préparer à tout ce qui pourrait arriver. Là. Ouais. Tu peux y penser quand même un peu, mais il y a un certain moment que tu fais comme... Ok, ben, on sait pas trop il va faire comment demain, ben je vais me préparer. C'est quoi le plan s'il fait comme ça, c'est quoi le plan s'il fait plus beau, mettons. Ouais. Puis c'est quoi selon toi l'aspect mental le plus difficile en triathlon? Plus gros challenge mental? Je pense que ça dépend beaucoup des gens, là. Okay. Parce que comme justement je coach des gens aussi qui sont débutants, puis des gens qui sont comme très avancés. Tu sais, pour les gens débutants, des fois c'est pas le côté performance qui leur stresse. C'est juste le côté nouveau, tu sais. Ça va être ça va être mon premier triathlon ou ma première natation en eau libre avec d'autres personnes. Souvent, c'est une grosse source de stress. Ouais. Fait que pour les gens qui sont débutants, c'est plus ça qui crée des stress. Puis la meilleure façon, c'est de stimuler ça durant un entraînement. Faire donc nager en eau libre au moins quelques fois avant de faire ton premier triathlon pour que tu sois habitué, des choses comme ça. Mais pour quelqu'un de haut niveau, des fois, c'est justement le côté vraiment performance. Moi, avant, j'étais comme très affecté par la performance. Je pensais justement trop à ça, trop à comme ma position, comment tout va arriver. Puis je pensais, ok, si je fais ce résultat-là, je vais pouvoir faire telle course. Puis là, je pensais trop à ce que je pouvais arriver. Durant comme que tu faisais ton triathlon? Ou avant la course. Et puis j'étais très, très, très nerveux, tu sais. Puis depuis, justement, je pense que le switch est fait quand j'ai décidé de passer au niveau plus longue distance. Puis en tant que tel, juste pour faire comme une petite parenthèse, dans le fond, dans le triathlon, tu as le côté courte distance qui est triathlon sprint olympique. Puis ça, c'est les distances pour te qualifier pour les Jeux olympiques. Puis moi, quand je commençais en triathlon, c'est plus ça que je faisais. Puis dans ça, c'est beaucoup axé sur la performance, beaucoup axé sur les positions parce que tu as différentes catégories de courses. Tu as les courses panaméricaines, après continentales, Coupe du Monde, puis après tu as un autre niveau en haut de ça. Fait que c'est beaucoup axé sur ton ranking, tout ça, puis les fédérations. Ouais. On dirait que tu as plus de pression, mais la pression, c'est surtout toi qui la mets sur toi-même. Là. Puis je me rappelle que moi, ma première Coupe du Monde, j'étais comme... Mes jambes, ils shakaient complètement, là. Puis j'étais vraiment nerveux. Puis au lieu d'utiliser cette nervosité-là pour m'aider à performer, ça nuisait vraiment à ma performance. Puis il y a quelque chose que un de mon entraîneur de ski de fond m'a répété, comme quand j'étais très jeune. Puis il disait comme... Tu sais, quand tu as des papillons dans ton ventre avant la course... Prends ces papillons-là, puis demande-leur qu'ils te poussent, qu'ils t'aident, tu sais. Puis des fois, je pense qu'il y a des gens que ces papillons-là, ils nuisent à la performance. Ils vont dans tous les sens. Tandis qu'il y en a qui sont capables d'utiliser cette nervosité-là pour les aider à performer. Comment, selon toi? Puis je pense que c'est vraiment une question de mindset, tu sais, justement, je pense un gros point, c'est de pas trop penser à cette performance. Pas trop penser aux résultats puis aux autres personnes, tu sais. Moi, quand je suis sur la ligne de départ, mettons, en Ironman, je pense pas aux autres personnes. Même si ça peut être le champion du monde ou celui qui a le record du monde en Ironman, je pense juste à moi puis ce que j'ai besoin de faire. Mais avant, je pensais, lui, c'est le meilleur au monde. Là, j'étais comme, je regardais tout le monde, eux sont vraiment meilleurs que moi, tout ça. Puis là, ça me créait beaucoup de nervosité. Puis là, c'est là que je commençais à shaker, tu sais. Au lieu d'être juste comme... Au lieu d'être vraiment focus, puis d'utiliser cette nervosité-là pour te motiver puis aller encore plus fort. Parce que techniquement, tes performances devraient être meilleures le jour de la course parce que c'est là que toute l'anxiété est là. Tandis que durant une journée d'entraînement, t'as pas cette nervosité-là, t'as pas cette anxiété-là pour t'aider à performer. Ça peut être un petit boost. C'est ça. Techniquement, ça devrait être un boost, pas le sens inverse. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans l'interprétation, la perception de tout ça, comme par exemple, tu parlais, mettons, des jambes qui shake, là. Tu sais, si tu connais pas ça, tu vas percevoir ça peut-être comme ok, mais ça va me nuire ça quand je vais courir, là, mes jambes shake, je vais être moins performant, mais j'imagine aussi que ça vient avec l'expérience. Avec l'expérience, tu découvres que c'est pas nécessairement négatif, c'est normal d'être anxieux avant une course. Puis aussi, il y a un moyen d'utiliser peut-être ta perception en utilisant... Moi, j'aime bien la visualisation qui peut être vraiment utile. Comme
mettons, tes jambes qui shake, tu pourrais le voir comme, ok, ben, ça, tu peux faire, mettons, des images avec ça, là. Ok, ben, ils sont comme, je sais pas, mes jambes sont en feu, fait que je vais courir plus vite, fait que c'est d'utiliser comme une image forte pour utiliser ça à ton avantage, d'une certaine façon. Ouais. Puis... Des fois, je pense à des sports qui sont très, comme, durée très courte, là. Mettons, ceux qui font mettons, Kingsbury, là, qui fait les sauts, là, ou ceux qui font, mettons, les X-Games en snowboard ou en ski. Ouais. Et leur durée de performance est très courte. Puis le niveau de stress est très élevé, parce que ça se passe à la télé, tout le monde voit ça, puis il y a des grosses bourses d'argent, fait que le stress est là. Puis je pense que, une fois j'écoutais une entrevue, puis le gars, il parlait que, comme, il essayait de trouver le niveau d'anxiété, comme si c'était un volume, tu sais. Tu sais, des fois, t'arrives là, t'es comme, c'est le matin, t'es comme fatigué, t'es comme, tu te sens pas assez réveillé, tu te sens pas assez nerveux ou anxieux. C'est comme là, ton volume est pas assez haut, tu sais. Ouais. Des fois, c'est l'inverse, t'es comme trop nerveux, puis justement, comme tes jambes shake, puis ça résonne à ta performance. Puis mentalement, avec l'expérience, je pense que t'es capable de tourner ce volume-là pour que ça arrive au niveau de nervosité, d'anxiété ou de performance pour que ça soit optimal, tu sais. Puis des fois, t'as différentes techniques, tu sais. Ça peut être soit comme justement la visualisation. Des fois, si t'es trop stressé, un peu de méditation ou juste prendre des longues respirations, ça peut aider à baisser un peu le volume pour que tu sois idéal. Ou des fois, c'est comme, avec la musique aussi, je pense, c'est un bon outil. Si des fois, t'es comme trop stressé, des fois, écouter un peu de musique un peu plus soft le matin de la course pour te mettre un peu plus mélo. Parce qu'avoir trop de tension musculaire, c'est pas bénéfique aussi, tu sais. Mais ça, c'est bien que tu apportes ça parce que le niveau de volume, comme vraiment, l'anxiété, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont percevoir ça comme négatif tout le temps, mais il y a l'intensité, il y a l'émotion, le stress, l'anxiété, mais il y a l'intensité à laquelle tu vas la ressentir, puis il y a un niveau justement que ça va être bien, puis c'est pas nécessairement mauvais, puis selon les personnes aussi, il va y avoir un niveau qui va être différent d'une personne à l'autre. Une personne peut en avoir besoin de plus d'anxiété, tandis qu'un autre, peut-être, c'est vraiment pratiquement aucun. Là. Mais ça nécessite aussi de bien se connaître, puis de se préparer, justement. Tu sais, si tu arrives à la compétition, puis t'as comme vraiment trop d'anxiété, mais t'es pas prêt, mettons, à... Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est aussi de se préparer pour la compétition. Puis tantôt, tu parlais, mettons, de... Justement, en entraînement, des fois, recréer les conditions. Ouais. Ça, c'est... Il faut que tu fasses ça, là, parce que là, si tu passes d'un niveau que t'es en entraînement, puis t'es aucunement comparable à un niveau de compétition où il va y avoir plein de monde qui te regarde, puis le contexte est complètement différent, mais tu passes de tout à rien, là, ça marche pas, là. Ouais. Puis justement, dans le sport, à chaque jour, c'est une opportunité de préparer ça. Surtout quand tu as un entraînement vraiment difficile. Puis je pense aussi, des fois, ce qui est important, c'est d'avoir de l'imprévu dans tes entraînements. T'sais. Souvent, le monde, ils savent déjà, OK, aujourd'hui, ça va être ma course tempo. Demain, ça va être ma course relax ou ma natation relax. Tu arrives là, tu sais ce que tu as besoin de faire. Tandis que des fois, c'est intéressant pour un coach, que ce soit en course à pied ou en natation, l'athlète, c'est pas du tout ce qu'il va faire. Okay. Puis l'athlète arrive sur le bord de la piscine, c'est souvent le cas en natation, mais c'est pas vraiment le cas dans les autres sports. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens pourraient intégrer ça dans leur sport, c'est que les nageurs arrivent là, ils savent pas si ça va être une pratique vraiment relax, de volume ou de technique, ou une pratique très 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 intense que tu as le goût de vomir, tu sais. Okay, comme mettons ce matin, je me réveille, j'étais un peu fatigué, comme j'ai eu des gros entraînements le restant de la semaine. Puis j'avais comme vraiment le goût que ce soit une pratique relaxée. Puis là, la pratique était vraiment difficile. Puis dans ma tête, c'est comme... Il a fallu qu'un switch se fasse parce que j'étais prêt à comme nager easy, smooth. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, Antoine, faut que tu te réveilles, sinon tu vas faire la pratique, tu vas faire des mauvais temps, puis ça va rien donner, tu sais. Fait que là, comme, j'essayais de voir comme si j'étais vraiment dans une course, puis des fois, ce que je fais, c'est je m'imagine que justement, je suis sur la plage de Tremblant, c'est le début de l'Ironman, puis là, je sais comme, OK, il faut que je nage vite, là. Puis là, des fois, je vois un peu mes adversaires, tout ça, je pense à ça. Fait que t'es capable de faire le switch quand même rapidement. Là. Je suis capable de faire ça, puis c'est pas quelque chose que j'ai tout le temps été capable de faire, mais maintenant, on dirait que je suis capable de plus facilement, avec un peu l'expérience, puis avec du travail un peu mental. Là. En faisant face à l'imprévu, de plus en plus, tu viens justement à trouver des techniques, j'imagine. C'est ça, plus tu le fais souvent, justement, plus tu fais face à l'imprévu fréquemment, je pense, plus ça va t'aider. T'sais. Même chose, un entraîneur pourrait faire ça
sur la piste en athlétisme, de dire, OK, aujourd'hui, on fait un test de 5 kilos. Puis là, eux, ils s'attendaient à peut-être juste faire une pratique relax, mais d'un coup, dans un délai de comme 2-3 minutes, il faut qu'ils se préparent mentalement à faire un test intense, puis d'aller aussi vite que si c'était une performance qui avait comme 2-3 mois à se préparer mentalement pour ça. Là. Ça, c'est vraiment nice. Là. C'est quoi que ton coach faisait avec toi, justement? Mais c'est quelque chose que ça a tout le temps été le cas en natation. Parce qu'en natation, c'est un peu différent, surtout. C'est de quoi qui est fait de façon régulière. Un peu régulière. Certains coachs, il y a un peu un rhythm. Genre, il y a tout le temps comme une petite routine. Que mettons, avant je nageais, puis le coach, c'est tout le temps comme le vendredi. C'est tout le temps la pratique vraiment, vraiment top de la semaine. Genre, puis mettons, le mercredi, c'était un peu plus relax, mais une autre journée, c'était plus intense. Fait que tu le savais un peu d'avance. Ouais. Puis ça, il peut y avoir un côté bon pour ça, mais aussi de temps en temps, parce que moi, d'un côté, j'étais comme anxieux le vendredi en me rendant à la piscine parce que ça m'affectait mentalement, parce que je savais que j'allais souffrir, puis je savais que ça allait être vraiment tough. De la même façon que je savais comme si je me rendais pour une course. Au lieu que dans ma tête, j'aurais dû switcher ça, puis être positif, puis t'es comme, OK, aujourd'hui, je fais comme, c'est 20 fois 100 mètres, all out, je suis prêt pour ça. Des fois j'y allais avec vraiment une énergie comme négative. Puis si tu pars avec une énergie négative, oh, je vais pas faire des bons temps, ça va être vraiment tough, je sais pas ce que je fais. C'est pas bénéfique pour toi, le fait qu'il faut comme tu switches ça. C'est nice que t'amènes le point que c'est pas positif ou négatif nécessairement, peu importe que ce soit faire face à l'imprévu ou que ce soit totalement prévu. Parce que des fois c'est prévu, mais tu le sais, fait que tu vas tellement y penser. Des fois c'est pire, des fois c'est pire quand c'est prévu parce que tu crées toi-même d'une certaine énergie négative, puis là tu te dis comme mais je suis fatigué du dernier training de bike que j'ai fait, c'est sûr la performance va pas être bien. Puis aussi des fois ça peut être c'est tricky un peu dans un groupe, mettons, c'est que moindrement qu'il y a une personne qui est négative, ça va affecter le reste des gens, tu sais. Ok, ouais. Puis souvent je voyais ça dans les autres groupes d'entraînement que j'étais plus à Montréal. C'était comme, il y avait une personne qui était négative le matin. Là, t'es comme, pas encore des 15 fois 100 mètres, pèse 1500, ça me tente pas, on est fatigué, tout ça. Si lui dit ça, t'es comme, il y a peut-être, dans ta tête, comme inconsciemment, tu dis, il y a peut-être raison, tu sais, on est fatigué, on va pas faire des bons temps. Tandis que si, j'ai l'impression que le groupe d'entraînement que j'ai ici à Trois-Rivières, les gens sont beaucoup plus comme motivés, puis ils veulent performer, ils veulent s'entraîner parce qu'ils veulent s'améliorer. Fait que les gens sont beaucoup plus comme motivés à souffrir et à s'entraîner. Fait que même si le coach veut mettre un training vraiment tough, les gens vont avoir plus un regard positif par rapport à ça, ou un regard négatif. Puis ça affecte beaucoup les autres personnes. Là, parce que ça prend juste une personne comme négative, puis ça va affecter tout le reste. Le reste du monde. C'est quand même important aussi de bien choisir avec qui tu vas t'entraîner. Là. Ouais. Pour ça, des fois, des coachs même vont. Ils sélectionnent un peu les gens de comme du groupe d'entraînement. Puis s'il voit qu'une personne tout le temps négative puis ça affecte les autres personnes, un coach va le voir rapidement. Ils vont lui dire mais soit tu changes ton attitude ou ça n'a pas sa place où tu t'en vas. Puis ça, c'est comme on parle d'un sport comme individuel, mais on s'entraîne quand même en groupe. Il y a quand même un effet de groupe. Mais je pense que dans un sport comme le hockey, tout ça, ou le soccer, l'effet doit être encore plus important parce que là tu joues vraiment en groupe. Puis tu sais, si c'est une équipe de soccer puis il y a une personne qui est négative qui dit on va se faire battre par l'autre équipe, ils sont bien trop forts, ça affecte toute l'équipe. Puis c'est encore pire parce que là toute l'équipe doit jouer ensemble en cohésion. T'sais. On a entendu beaucoup parler avec le Canadien de Montréal. Je sais pas si tu écoutes un peu le hockey, mais le directeur général qui parlait beaucoup de l'attitude des joueurs puis à quel point il y a eu des petits changements l'été dernier, mais l'année passée l'équipe était vraiment dans le fond du classement. Puis mettons les changements qu'ils ont fait durant l'été, c'était pas tant des changements qui indiquaient que l'équipe allait être meilleure, mais le directeur général parlait que au niveau de l'attitude ça avait peut-être changé, puis les joueurs qui sont partis, on dirait que c'était peut-être des fardeaux comme dans l'équipe. Puis techniquement, tu checkes sur papier des fois une équipe, puis elle n'a pas l'air meilleure qu'une autre, mais des fois le
le mindset au niveau de l'équipe, là, c'est encore plus important dans un sport d'équipe. Ouais. J'imagine que... Parce que un joueur peut être très très bon, avoir des super bonnes stats, Ouais. mais si c'est un mangeur de puck un petit peu, puis il fait un peu à sa tête, il pense pas à l'équipe, mais il pense à lui avant, ça va nuire à toute l'équipe. Puis Puis il peut pas tout faire non plus. Là. non, c'est ça. Fait que t'es mieux de, même si le gars qui est le mieux payé, qui est le meilleur, Ouais. des fois t'es mieux de t'en débarrasser. Au lieu d'avoir comme un très bon joueur, puis des joueurs normaux, mettons. C'est ça, C'est mieux d'avoir ouais. juste des joueurs normaux, mais moi qui s'entraînent ensemble, puis là t'as un effet un peu de synergie, puis là Ouais. ça crée que l'équipe devient bonne, tu sais. C'est ça, puis c'est pas nécessairement les équipes qui vont chercher comme le gros joueur, mettons pour les séries, qui gagnent la coupe la plupart du temps. Là, puis... Mais je pense dans un sport comme la natation, la spécificité c'est très important, mais des fois je pense qu'il y a un bénéfice de peut-être, surtout comme quand c'est la saison de compétition est d'un petit bout, tu as le temps de peut-être faire un peu plus de cross-training, puis de diminuer un peu tes séances d'entraînement durant la semaine, Ok. puis en remplacer par peut-être de la course à pied ou du crossfit ou du vélo, des choses comme ça. T'es plus en saison morte. Ouais, c'est Comme ça. Fait que là, tu fais plus du cross-training, tu deviens des fois plus un athlète complet, tu travailles d'autres muscles que tu travailles moins. Puis aussi, je pense, le côté mental, si t'es moins burn-out avant le début de la Ouais. saison, tu sais. Tu Tu viens à ton pic mentalement dans la saison, tu veux pas être déjà comme fatigué Ouais, mentalement c'est ça. de t'entraîner, tout ça. Mais peux te permettre là, comme un petit break de puis faire autre chose. Là. Ça peut Ouais, même t'aider des fois. Là. je pense que ça peut t'aider, là. Ouais. C'est comme même Michael Phelps, il a pris un bon break tu sais, durant sa carrière pour comme il était comme tanné complètement de nager et tout ça. Puis là, c'est comme, il a réalisé que dans le fond, il aimait ça nager, il aimait ça se pousser. Puis là, on dirait qu'il a retrouvé comme un nouveau souffle, tu sais. Ok. Puis un autre athlète, c'est Anthony Irvine. Lui, il a pris un break de comme 10 ans. Puis en natation, c'est comme quelque chose qui est comme inconnu, là. Personne n'a jamais fait ça. C'est fou. C'est comme il a eu le temps de faire une nouvelle vie complètement. C'est lui De que tu parlais finir, qui avait gagné, puis il avait gagné à 20 quelques ans, puis il a regagné 10 ans après. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ce gars-là, il est vraiment intéressant, là. Puis il était assez vieux quand il a gagné 10 ans après. Là. Ouais, il devait être dans la trentaine. Là. Puis tu sais, la natation, c'est un sport que tu performes quand t'es très jeune. Là. Ok. Surtout lui, c'était comme sur le sprint, je pense que c'était comme le 50 mètres ou le 100 mètres, si je me trompe pas. C'est un sport tellement de vitesse pure, tu sais. Ouais. Mais on a T'sais, vu que c'était pas impossible non plus d'être performant dans la trentaine, justement avec Michael Phelps, qui était quand même dominant longtemps. Là. Ouais, non, c'est. Faut juste, justement, comme. Tu sais, on en parlait justement dans le podcast, c'est que des fois de changer complètement ta façon de t'entraîner parce que des fois c'est juste ça que tu as besoin pour comme atteindre un autre niveau Tu puis t'adaptes à casser ton- le plateau, tu sais. Parce qu'en natation, c'est facile d'atteindre ton plateau rapidement. Ok. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont atteindre un plateau, ils ont comme 15-16 ans, tu sais. Parce que des fois, c'est un sport que tu peux vraiment performer jeune. Mais là, c'est tough de rester motivé, t'entraîner. Quand à 15 ans, tu as atteint ton plateau. Ouais. Ça fait 10 ans que tu n'améliores pas ton temps, tu fais encore le même temps. Et shit. Fait que si tu peux essayer de comme. C'est sûr que si tu fais tout le temps les mêmes entraînements, tu vas continuer à performer autant. Tu sais, Faut que tu changes de quoi, là. faut que tu trouves quelque chose de nouveau, que ça soit comme trouver un autre groupe d'entraînement ou complètement une autre façon de t'entraîner, tu sais. Ok. Comme par exemple. De switcher comme. Que ça soit de. Si tu as plus tendance à faire, mettons, 80-20, un peu comme qui est 80% du temps que tu passes, c'est très relax. Puis 20% du temps, c'est très 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 intense. Ok. Mais des fois, quelqu'un va peut-être changer ça puis faire diminuer le volume total d'entraînement, mais faire des entraînements beaucoup plus intenses, avec de l'intensité Ok. comme à chaque pratique, des choses comme ça. Fait que des fois, c'est juste des petits switches de même Ouais. qui peuvent faire une grosse différence. Tu sais. En termes d'intensité, mettons. Ouais, changer le type de training que tu fais, tu sais. C'est quoi tes objectifs futurs? Je sais que t'as parlé du championnat du monde d'Ironman, c'est ça? Ouais. Ça, c'est quand, ça? Ça, c'est à chaque année, c'est comme autour du comme 13 octobre. C'est tout le temps à Hawaii, ça fait comme de. Tout le temps là? C'est tout le temps là. Comme le Ok. championnat du monde demi-Ironman, ça, il change à chaque année. Ok. Comme j'avais fait, pas l'année passée, l'autre, c'était au Tennessee. Comme cette année, c'était en Afrique du Sud. L'année prochaine, mais comme cette année qui s'en vient, ça va être à Nice. Après, ça va être Nouvelle-Zélande. Fait que ça change chaque année. Mais le championnat Ironman, il laisse tout le temps le même endroit sur le Big Island à Kona, Hawaii. Ok. Puis c'est comme. C'est une course vraiment légendaire, là. C'est comme vraiment connu pour ça. Puis Ça doit être beau, là. c'est très beau. J'étais allé cette année, comme en vacances, puis aussi pour m'entraîner. Tu sais, voir Ok. un peu les conditions, tout ça. Puis c'est pas pareil. Tu sais. C'est très chaud, mais c'est aussi l'humidité qui est très difficile. Ok. Puis il y a beaucoup de vent de côté.
qui est vraiment... c'est tough physiquement parce que ça te pousse tout le temps. Puis des fois, que tu l'as... Si tu l'as de côté, des fois c'est fatigant parce que mentalement, tout le temps tu le pousses. Puis si là, tu vas de face, c'est très difficile. Ouais. Mais tu sais, mentalement, le vélo, ça dure comme 4 heures, 4 heures et demie en général, là, pour les meilleurs. Pendant tout ce temps-là, t'es tout le temps en train de te battre contre le vent. Ouais. Puis contrairement, mettons, un parcours comme Tremblant, il n'y a pas tant de vent, tu sais. Fait que c'est un autre comme adversaire de plus, comme quasiment. Tu sais, Il va falloir que tu te prépares en fonction de ça. c'est ça, c'est comme le parcours, les conditions, c'est comme un autre... Ça change complètement la donne. Là. Puis il y a des gens qui font des belles performances partout autour du monde. Mais là, ils arrivent à Kona, ils performent pas bien, soit à cause c'est l'humidité, la chaleur, ou des fois c'est juste pas habitué au vent ou des choses comme ça. Là. Mais c'est cool que tu sois allé. T'es-tu allé spécifiquement surtout pour voir ça avait l'air de quoi? Ben c'est des vacances à la famille, puis on était partis comme presque le lendemain de mon Ironman de Tremblant. Mais j'ai toujours voulu aller là justement pour voir ça, puis je pense que c'est un gros avantage de pouvoir y aller avant. Clairement. Pour voir ce que c'est. Puis là déjà je sais que comme ok, moi je pense que l'humidité ça va beaucoup m'affecter, fait qu'il faut que je m'entraîne à ça, puis peut-être penser à quel type de boisson, quel type d'électrolyte je vais prendre durant la course, puis des fois penser aussi à ma position en vélo pour le vent, tu sais. Tu peux visualiser aussi, là. T'as vu ça avait non, l'air c'est de ça quoi, aussi, ouais. Ça c'est cool, là. Puis aussi maintenant c'est comme tellement facile avec les vidéos, tu sais, sur YouTube. Ouais. Je m'entraîne souvent, je regarde la course, je connais comme les rues vrai, quasiment par cœur, surtout parce que chaque année c'est là, tu sais, c'est comme des rues comme légendaires maintenant aussi, là, quasiment. Là. Et que tu vas arriver là, puis ça va être comme. Tu vas être en territoire connu quasiment. Ouais, quasiment, là, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est un avantage. Ça, je pense, c'est un gros avantage. Ouais. Ça, c'est quand, tu sais? C'est au mois d'octobre? Au mois d'octobre. Puis ma course de qualification, c'est le 24 août, je pense, à Tremblant. Okay. Puis avant ça, je fais une coupe de demi-Ironman en préparation. Puis le demi-Ironman de Tremblant, qui est le 20 juin. Ok. Fait qu'en général, comme une année normale, c'est comme 8-9 courses. Mais c'est sûr, comme... avant, je faisais juste des demi-Ironman. Là, je pouvais en faire beaucoup plus. Mais là, avec des Ironman, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Un pour récupérer, mais aussi pour te préparer. Là, c'est comme... Tu veux faire un gros... Avant l'Ironman de Tremblant, je prends comme 2 mois. Puis je me focus comme complètement là-dessus. Pour vraiment être prêt. Puis après, ça prend comme... Tu sais, c'est comme 8 heures de course. Là. C'est top sur le corps. Fait que ça prend un bon bout pour récupérer de ça. Là. Puis tu le fais-tu, mettons... tu fais-tu des journées, justement, que tu fais 8 heures pour te préparer, comme vraiment... Des fois, ça m'arrive de faire comme, mettons... 8 heures de bike, des choses comme ça. Okay, mais pas vraiment... pas exactement comme une simulation d'Ironman. Ouais. Des fois, les gens, c'est ça comme... Surtout plus les gens qui débutent, mettons, dans le sport, mettons, ils veulent faire un marathon. Ils disent, mais je veux faire un marathon en entraînement pour être sûr de le faire, tu sais. Mais techniquement, le jour de la course, c'est là que tu as besoin de faire la performance, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme, des fois, ils ont le goût de faire la performance avant le jour de la course pour être sûr de pouvoir le faire, tu sais. Mais techniquement, tu devrais être confiant que si tu as fait le plan d'entraînement à 100%, tu n'as pas besoin de faire le 42,2 km pour être sûr que tu vas être correct, tu sais. En marathon, d'ailleurs, on dit que c'est 35, je pense, que si tu fais... Ou même, peut-être même 30. Si tu fais 30 ou 35, tu vas être capable de 30 jusqu'à 40. Ouais, techniquement, ça dépend de ce que tu fais le reste des jours. Ouais. Mais comme moi, mettons, en préparation pour l'Ironman, le plus long que j'ai fait, c'est peut-être 35-36. Okay. Fait comme, tu sais, il me reste quand même un autre 6 km, qui est souvent le 6 km qui est le plus tough. Ouais. Mais c'est quand même assez, tu sais, c'est comme... Tantôt, on là parlait que tu vas le faire, le risque et le reward, là. C'est comme si tu essaies de trop en faire, des fois, le risque de blessure est comme trop élevé. Puis aussi, faire 42 km en entraînement, c'est un gros choc sur ton système, surtout quand tu viens de faire une semaine de 35 heures d'entraînement. Ouais. C'est différent. Comme cette année, c'était mon premier... Durant l'Ironman de Tremblant, c'est mon premier marathon que j'avais fait de toute ma vie. Comme. Okay. J'ai jamais fait de marathon avant. Dans la même semaine, comme? Ok, durant l'Ironman, c'est mon premier marathon. Je pensais que t'avais fait un autre marathon dans la même semaine. Ouais. Non. Ouais, mais t'avais fait, mettons, des longues distances jusqu'à combien? Comme? Jusqu'à, je pense, 36, c'était le plus long que j'avais fait. Fait comme, j'étais confiant que c'est pas le 6 km qui va faire la différence. Rendu là, t'es capable. Comme. Non, c'est ça. Ouais. Ben écoute, merci d'avoir été sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation, là, c'était cool. Si les gens ils veulent te retrouver, c'est où qu'on doit aller? Facebook, j'ai ma page d'athlète, c'est Antoine Jolicoeur Desroches.
Je pense comme triathlète coach, mais Ouais. si vous marquez ça, vous allez le trouver là, assez facilement. T'as Instagram, c'est un nom assez spécifique. Ouais, c'est ça. Antoine Gilles Caldera, j'étais assez long, fait qu'il y en a pas beaucoup dans le monde. Non, là. c'est ça. Puis Instagram, Twitter, c'est @AntoineJDetri. Ok. Puis je suis quand même assez actif sur Instagram, là, fait que Ouais. aussi des fois, si vous avez des questions d'entraînement ou de nutrition, tu sais, je réponds assez rapidement au DM, là, au message direct. Là. C'est des fois des gens qui veulent, ok, je fais du triathlon, je vais faire la transition vers le S'il y en a végétalisme, là, puis là, je réponds. C'est cool ça. Puis s'il y en a qui cherchent un coach, tu prends-tu encore, mettons, des clients ou ben. Je suis pas mal à mon max en ce moment, là, max, surtout ouais. avec tout ce que je fais, là, je suis comme un peu book. Ouais. Mais mettons, tu sais, ils peuvent m'écrire, puis on peut voir aussi. Écrivez-moi sur, mettons, Facebook, puis on peut voir peut-être l'année prochaine, des choses comme ça, tu sais, comme genre de commencer la liste discussion, d'attente, puis ouais. Ouais. C'est good. Puis sinon, t'écris pour Triathlon Magazine aussi. Puis. Ouais, Triathlon Magazine Canada, puis j'écris absolument comme 2 articles par semaine. Puis mon podcast, c'est le podcast du triathlète. Ouais. Puis bientôt, on va pouvoir faire switcher les rôles de Ouais, intervieweur, c'est bon. interviewé. Puis on fera ça là. C'est good. Écoute, merci. Merci beaucoup.